20h33, on va démarrer tranquillement sur cette soirée qui est dédiée à l'alimentation et aux facultés scolaires. Et c'est un élément important, c'est que je ne vais pas aborder à proprement parler l'alimentation. Je ne suis moi-même pas nutritionniste, je ne vais pas vous donner des conseils pour votre alimentation d'un point de vue de la nutrition, d'un point de vue des apports, pour votre santé physique et physiologique. Je vais aborder l'alimentation dans une perspective de l'apprentissage, de la concentration, de la mémorisation et faire le lien du coup entre ces éléments-là. Alors, quelques mots d'introduction pour démarrer cette soirée. Voilà, bienvenue à tout le monde donc d'un peu partout, Belgique. Je sais qu'il y en a qui sont de Suisse également qui sont là, de toute la France. Et moi, je vais me présenter voilà, en quelques mots. Alors, il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas du tout. Je suis donc Guillaume Bousquet. Je suis basé actuellement dans le sud-ouest. Alors, je vais rester dans le sud-ouest. Je suis actuellement à Saint-Gaudens, au sud de Toulouse, à 1 heure au sud de Toulouse, donc au pied des Pyrénées. Voilà. Et prochainement, très prochainement, je serai basé sur Montauban. Donc, je reste dans le sud-ouest. Je suis papa de 5 enfants, 5 plus 2. Je suis papa de 5 enfants, donc 4 filles, un garçon, et 2 enfants parce que mon épouse, donc nous sommes une famille recomposée, mon épouse a 2 enfants également. Alors maintenant, certains sont grands, mais pendant plusieurs années, nous avons eu les 7 enfants à gérer voilà, au quotidien, en plus à temps plein, 365 jours sur 365 jours, puisque la maman de mes 5 enfants est décédée brutalement il y a un peu plus de 7 ans, d'ailleurs plus de 7 ans et demi même. Voilà, c'est une énergie de foudroyante. Je me suis retrouvé veuf avec mes 5 enfants. Et puis par la suite, j'ai reconstruit ma vie et nous avons vécu cette aventure familiale. Et l'alimentation, en fait, a toujours été une question importante d'abord dans ma famille, pour nous, pour mon épouse défunte et moi, pour nos 5 enfants. Et puis ça a continué de l'être ensuite dans notre famille recomposée avec ma nouvelle épouse, que nous sommes donc mariés il y a 3 ans. Et ça a toujours été en fait des questionnements qui pour nous étaient importants, qui étaient au cœur de notre aussi organisation familiale, parce que quand on se pose des questions sur l'alimentation et qu'on fait des choix au niveau de l'alimentation, eh bien ça impacte forcément d'une manière ou d'une autre eh bien, le quotidien, le temps qu'on passe aussi dans la cuisine, la façon de faire les courses, etc. Et la relation aussi avec les enfants sur la gestion de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils ne mangent pas, etc. Voilà. Alors, je vous rassure, je ne suis pas en train de vous dire que ce que je vais vous proposer, c'est un régime drastique. C'est pas le but. Mais simplement, ça va être au travers en fait, de ce que je vais vous partager. Finalement, c'est aussi tout mon vécu en tant que papa d'une part, mais aussi en tant que professionnel, professionnel des apprentissages. Puisque mon souci depuis que je suis dans la vie active, c'est l'apprentissage des élèves. Je suis enseignant de formation, professeur de lettres modernes. J'ai commencé à enseigner en 2005, d'abord comme remplaçant et puis ensuite comme professeur de français titularisé. Donc j'ai passé le concours et j'étais enseignant de français au collège. Donc les apprentissages ont toujours été un peu mon challenge, mon défi. Ça, c'est évident. Voilà. Et en fait, avec le temps, je me suis intéressé à l'impact de l'alimentation, de ce que nous mangeons. D'abord sur la santé, de manière générale. Et puis petit à petit, je me suis intéressé à ce qui pouvait se passer, le lien qu'il pouvait y avoir entre ce que j'ingurgite et puis mes facultés scolaires, et notamment facultés attentionnelles, les facultés de mémorisation voilà, et tous les mécanismes qu'il peut y avoir autour. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser vers 2015 environ à cette question, un petit peu avant, vers 2013 à cette question-là. Et avec la mère de mes 5 enfants, nous avons cherché à vivre aussi un petit peu en fonction des convictions qu'on avait et voilà, des découvertes qu'on a faites. Et bien, on a cherché à vivre de manière cohérente, voilà, par rapport à ces choses-là. Alors,
vous allez voir que dans la partie dans ce que je vais vous présenter ce soir, je ne vais pas aller dans des choses très, je veux dire, c'est pas des scoops ce que je vais vous sortir. L'idée, c'est de sensibiliser à une réalité, j'ai envie de dire, chimique, en grande partie chimique, et une réalité du coup aussi cérébrale. Voilà, alors quelques mots sur mon activité professionnelle, juste pour introduire. Donc, comme je vous disais, je me suis intéressé aux apprentissages scolaires depuis toujours, mais en 2016, au moment où quand mon épouse et la mère de mes 5 enfants est décédée brutalement, j'ai arrêté de travailler, évidemment. Je me suis occupé de mes enfants et de moi-même, ou de moi-même et de mes enfants, parce qu'il faut d'abord mettre le masque d'oxygène avant de s'occuper des autres, dit-on. Voilà. Et en 2018, j'ai créé donc Pédagovie, qui est une activité d'accompagnement des professionnels de l'éducation et de l'enseignement, des apprentissages, avec une approche qui est la pédagogie de la parole et puis la place du mouvement dans l'apprentissage. Donc une approche tête, cœur, corps, si je puis dire, même si je ne suis pas, par exemple, formé en psychopédagogie positive, mais une approche tête, cœur, corps qui redonne la place d'une part au corps, d'une part aux émotions, mais aussi qui propose un éclairage neurologique spécifique sur la façon de traiter l'information sensorielle et donc de fonctionner au niveau de ces apprentissages. On va dire quatre axes principaux. Un premier axe qui est les apprentissages fondamentaux, parce que mon objectif, c'est de développer des apprentissages solides et durables. J'aborde la lecture, l'écriture, le calcul également, même si la plupart du temps, je suis sollicité pour la lecture et l'écriture. Et puis, j'ai développé un programme qui est le programme Orthographe pour la maîtrise de la grammaire et de l'orthographe. Voilà, de manière à la fois dynamique, basée sur le fonctionnement neurologique également de notre cerveau. Donc. Et voilà, donc ça c'est un objectif vraiment important pour moi de travailler et d'œuvrer là-dedans. C'est d'ailleurs une grosse partie de mon travail. Je travaille dans les écoles, dans le cadre de la formation continue, en interne également, donc dans les établissements en interne, et auprès des professionnels indépendants, tous les professionnels des apprentissages qui se soucient enfin, qui travaillent par rapport à ces difficultés. Un autre axe, c'est la motivation et l'attention pour apprendre efficacement. Comment favoriser la motivation, comment favoriser l'attention. Donc, pour ça, deux axes principaux. Bien, réfléchir à la notion de faculté scolaire et intellectuelle, comment les développer et puis quelles stratégies utiliser. Donc, j'ai eu la chance notamment de participer à un projet européen qui aujourd'hui existe sous le nom de Apprendre, c'est dans la tête, avec des fiches de travail, des fiches sur les stratégies d'apprentissage qui sont entièrement accessibles gratuitement. Si vous êtes intéressé, eh bien, je vous donnerai le lien pour pouvoir en savoir plus parce que tout le travail a été fait entièrement gratuit puisque ça a été financé par l'Union européenne. Nous sommes 3 pédagogues à avoir travaillé là-dessus. Ça, c'était un super projet et vraiment des super outils très, très appréciés à la fois des parents, des enseignants et des professionnels indépendants. Voilà, et puis un autre axe, c'est le climat relationnel au niveau de la classe, mais pas que, hein, on va aborder aussi le climat relationnel dans la famille, même si je vais beaucoup me concentrer sur la classe, comment favoriser un climat relationnel paisible et le bien-être de tous. Donc moi, je vais m'intéresser au développement des compétences psychosociales. Je suis formé en discipline positive, je suis facilitateur pour la classe, et puis je vais m'intéresser à la posture éducative, parce qu'en discipline positive, on va amener l'adulte, pardon, à prendre aussi conscience de sa posture et de la responsabilité qu'il a aussi en tant qu'adulte à mettre en place ce climat relationnel et le bien-être de tous les élèves. Et le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est le domaine de la rééducation des difficultés et des troubles neurodéveloppementaux. Alors, le TND, troubles neurodéveloppementaux, c'est aujourd'hui le nouveau terme un petit peu qui est sorti. Dedans, vous avez énormément de profils neuroatypiques et notamment les troubles d'apprentissage. Vous allez avoir les TDAH, vous allez avoir aussi tout le spectre autistique, etc. J'en passe, il y en a beaucoup. Troubles comportementaux, bien évidemment. Voilà. Et donc ça, c'est le programme Rééducation avec ces 4 parcours. Et ces parcours, hop là, pardon, thématiques, dont Multimove par exemple, hein, sur bouge ton corps, bouge ton cerveau, l'attention, la concentration et le mouvement. Et puis des parcours qui sont ensuite plus orientés pour les personnes qui s'intéressent aux gestes graphiques notamment et à la rééducation de l'écriture avec graphomotrice ID. Voilà. Voilà brièvement un petit peu mon travail et en fait on pourrait se dire mais qu'est-ce que l'alimentation vient faire là-dedans?
C'est quel est le lien, pourquoi est-ce que je m'intéresse à l'alimentation? Alors, de manière générale, je dirais que l'alimentation, je m'y intéresse dans le cadre de l'hygiène de l'apprentissage. Et j'ai développé ce concept d'hygiène d'apprentissage. Et dans l'hygiène de l'apprentissage, il y a et bien évidemment l'alimentation. Ce que je mange a un impact sur mes facultés scolaires et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, c'est parti dans le pourquoi parler d'alimentation. Quel lien peut-on faire? Je vais vous proposer pour démarrer, d'abord juste une toute petite parenthèse, c'est que si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à les poser. Je me ferai plaisir d'y répondre. Peut-être pas au moment où vous la posez, parce que des fois je peux ne pas l'avoir tout de suite. C'est une chose. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est que je ferai aussi en fonction de comment dire, de la pertinence par rapport à ce que je suis en train d'aborder. Donc, dans tous les cas, gardez bien vos questions, vous les écrivez. Moi, je pourrai du coup y revenir et y répondre sur peut-être éventuellement sur la dernière partie, si c'est plus judicieux de le faire sur la dernière partie. Voilà. Donc, je démarre et je propose de commencer par une recette. On parle d'alimentation. Je vais vous donner une recette personnelle que j'aime beaucoup faire. Non, c'est une recette toute particulière parce qu'il s'agit de la recette de l'apprentissage puisque mon but, c'est de faire le lien entre l'alimentation et l'apprentissage. Donc, je vais vous donner ce qui, à mon sens, est vraiment la recette magique, si je puis dire, bien que je cesse de dire qu'il n'y a pas de recette magique. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, une recette fondamentale pour l'apprentissage. C'est les 4 ingrédients de l'apprentissage, en fait. Pour bien apprendre, eh bien, j'ai besoin de quatre ingrédients. Le premier ingrédient, c'est celui que j'ai symbolisé ici comme étant l'attention. Euh, c'est le cerveau en général, mais c'est le système attentionnel que je dirais, que je présenterai ici. Le deuxième, non, je dis n'importe quoi. Le deuxième, c'est celui-ci, l'attention. Voilà, je m'en mets les pinceaux. C'est celui-ci, évidemment, l'image est plus parlante. Le premier, c'est, on va parler de connexion neuronale. Le troisième, c'est le mouvement, c'est la place du corps. Évidemment, pour apprendre, j'ai besoin de me mettre en mouvement et c'est tout l'intérêt du programme Multimove que j'ai développé. Et puis, il y en a un quatrième que je garde un tout petit peu secret pour voir un petit peu aussi qu'est-ce qui vous vient, vous. Je vous invite à vous poser la question là maintenant. Qu'est-ce qui vous viendrait comme quatrième ingrédient? Alors, on est d'accord entre nous, il y en a certainement beaucoup plus qu'on pourrait mettre dans notre recette. Mais moi, je vais parler de cela parce qu'évidemment, ils ont un lien avec l'alimentation. C'est évident que je vais cibler là-dessus. Alors, rapidement quand même, vous parler de ces 4 ingrédients, très brièvement, sans rentrer dans quelque chose de trop technique. Le premier ingrédient, c'est clairement les connexions neuronales. Si je veux apprendre correctement, j'ai besoin de bonnes connexions neuronales. Mon cerveau crée des chemins, voilà, entre les neurones. Les neurones, on pourrait dire, ce sont comme des petites, comment le donner comme image? Ce sont des, des carrefours en fait, et entre les carrefours, il y a des chemins qui vont se créer. Voilà. Et plus les chemins vont être nombreux, plus ils vont être denses, et meilleur va être le fonctionnement cérébral. Ben, c'est logique, si vous devez passer avec une voiture sur un petit sentier, ça va être un peu compliqué. C'est la même chose pour l'information sensorielle, parce qu'en fait, le cerveau passe son temps à traiter l'information sensorielle. Et voilà, les connexions neuronales vont favoriser le passage, d'une part, entre les différentes aires et entre les hémisphères gauche et droit, voilà, qui se trouvent répartis, enfin, où les aires cérébrales se trouvent réparties. Voilà, pour présenter ça simplement. Ce qui va simplement, voilà, juste un élément un peu technique, c'est les connexions synaptiques. Vous verrez pourquoi on y reviendra quand on parlera d'alimentation. Euh, le schéma, il est un peu flou, mais parce que je ne cherche pas à ce que vous le reteniez ou à ce que vous le preniez en note, évidemment, ce soir. Mon objectif, c'est juste de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un point de connexion. Les connexions synaptiques, c'est simplement un point de connexion entre deux neurones. Quand des chemins se créent, eh bien, il y a cette connexion qui se font et il y a toute une réaction alors, chimique qui se crée également et qui va permettre donc la connexion. Il faut imaginer quand même qu'il n'y a pas de contact, vous voyez, entre les deux dendrites ici, il n'y a pas de contact. C'est chimique en fait, ça va se passer de manière chimique à cet endroit-là. Et voilà. Ça c'est pour vous de présenter très simplement.
en résumé sur ce point-là, l'apprentissage est optimal pour tout individu, et quel que soit son âge, et ça c'est important, c'est que ça ne concerne pas que les enfants, à partir du moment où on va favoriser l'environnement le plus favorable pour la création de ces connexions neuronales. Plus les connexions synaptiques enfin, mieux elles se portent et meilleur est l'apprentissage. Donc, je vais devoir prendre soin des connexions neuronales. Alors, soit dit en passant, juste petite parenthèse, c'est tout l'intérêt, par exemple, de la pratique des exercices multimove, puisque nous allons solliciter énormément d'air cérébral en même temps. Il y a une règle qui s'appelle la règle de Hebb qui permet de dire que quand des neurones s'activent ensemble, ils se connectent ensemble. Et là, je suis sûr que tous ceux et ceux qui ont suivi le programme multimove et qui sont notamment, je sais qu'il y a des facilitatrices qui sont là ce soir, qui sont qualifiées et qui ont dû repenser à cette phrase qu'on a apprise un peu par cœur. Voilà, deuxième élément qui est central dans l'apprentissage, c'est l'attention. Évidemment, comment dire, c'est sans attention et tous les enseignants le savent et même les parents quand on fait le devoir hein, à la maison, si l'enfant n'est pas attentif, s'il n'arrive pas à focaliser son attention sur la tâche, ça va être compliqué et pour ça il a besoin de contrôle inhibiteur, c'est-à-dire qu'il a besoin de faire abstraction des distractions. Voilà un petit peu l'introduction que je peux donner sur l'attention. L'attention, hein, donc c'est mécanisme pour sélectionner une information et en moduler le traitement. Bah oui, je reçois plein d'informations. Là, peut-être même, vous êtes en train de m'écouter et à côté de vous, je ne sais pas, il y a peut-être un enfant qui passe ou il y a votre conjoint ou quelqu'un qui est à côté de vous et vous restez focus sur ce que je suis en train de dire, très important ce que je dis, et vous ne vous laissez pas perturber. Voilà, donc le contrôle inhibiteur, c'est la faculté à faire abstraction des distractions et on en a absolument besoin tout au long de la vie, évidemment. Là, j'ai pris une situation très, très classique d'un enfant qui apprend petit à petit à contrôler son geste, qui apprend aussi à ne pas se laisser perturber par ce qui se passe autour, sinon il va renverser l'eau qui est en train de couler. Voilà. Et puis, bah, du coup, on peut en conclure simplement que pour un apprentissage optimal, deuxième ingrédient, il faut favoriser le développement de la capacité attentionnelle et du contrôle exécutif. Ça, c'est le deuxième ingrédient. Troisième ingrédient de l'apprentissage, c'est le mouvement. Alors c'est aussi tout un chapitre que j'ouvrirai très brièvement, mais qui est important à mentionner, parce que nous sommes dans une société occidentale quand même assez cartésienne, beaucoup centrée sur les facultés intellectuelles et qui oublie finalement que ces facultés intellectuelles sont directement en lien avec le corps et le mouvement. S'il y a un bouquin que je peux vous conseiller, même s'il y en a plein des biens, mais si j'en ai un que je peux vous conseiller qui est facile d'accès, qui est pertinent, je trouve, dans ce sens-là, c'est celui de Lucie Vincent, neurobiologiste, et qui s'intitule Faites danser votre cerveau. Vraiment, chouette bouquin, je vous le conseille. Là, je ne cite pas Lucie Vincent, je cite Paul Denison, qui est le créateur de l'éducation kinesthésique et du brain gym notamment, et qui dit nos cerveaux évoluent parce que nous avons un corps et non l'inverse. Un apprentissage qui colle est un apprentissage qui a été enregistré dans nos corps sensibles, avec nos yeux, nos oreilles, notre toucher, notre mouvement. Ah, ça, c'est extraordinaire. Notre cerveau évolue parce que nous avons un corps qui bouge. C'est pas du tout l'inverse. Ça, c'est extraordinaire. Voilà, et donc l'apprentissage est optimal à partir du moment où je favorise le mouvement, où je donne à l'enfant le moyen de bien bouger quotidiennement et pourquoi pas aussi pendant son apprentissage. Alors faut le gérer parce peut y avoir des mouvements parasites qui vont gêner l'apprentissage, mais si l'enfant apprend à gérer son mouvement, eh bien, il peut utiliser le mouvement de manière très pertinente. Et le quatrième ingrédient, je l'ai vu dans la conversation, c'est le sommeil, évidemment. Alors, il y en a d'autres, hein. J'ai vu des choses très pertinentes. La motivation, j'ai vu l'eau, l'aspect visuel. Bon, il y en a plein qu'on pourrait donner. J'ai choisi le sommeil parce qu'évidemment, il va avoir un lien avec la suite, l'alimentation. Le sommeil. Pourquoi le sommeil est-il essentiel pour l'apprentissage? Alors là, aujourd'hui, les neurosciences sont d'un grand secours par rapport à ça également, puisqu'elles nous permettent de comprendre le rôle du sommeil dans l'apprentissage. Il faut quand même dire que il a été expérimenté et aujourd'hui, c'est utilisé comme outil de remédiation pour les difficultés d'apprentissage. C'est l'amélioration du sommeil. Améliorer le sommeil de votre enfant peut l'aider. euh, à sortir de certaines difficultés d'apprentissage qu'il rencontre, que ce soit des difficultés attentionnelles ou d'autres. Voilà. Alors, pour quelles raisons? Bien parce que simplement, pendant que nous dormons,
il y a une forme de musique qui se passe dans notre tête. Alors, c'est pas vraiment une forme de musique, mais disons que le sommeil, il va permettre la consolidation. C'est ce que j'ai mis ici en très gros, en tout petit, pardon, et que je mets en gros maintenant pour vous. Il va permettre la consolidation. Comment? Eh bien, c'est comme si il y avait une partition de musique qui se jouait, c'est-à-dire qu'en fait, le cerveau va passer en revue toute la partition de la journée, toute la partition musicale de la journée, c'est-à-dire toutes les séquences d'apprentissage, toutes les séquences vous voyez, d'exposition à un contenu, à une technique, à une notion, à un savoir, voilà, donc à un apprentissage au sens large du terme. Que ce soit j'ai peut-être joué un instrument de musique dans la journée, j'ai fait mon cours de piano ou de flûte traversière, j'ai peut-être été faire un cours de scrapbooking, j'ai appris une technique, j'ai peut-être été faire du jonglage, je ne sais quoi, bref. Et j'ai peut-être été à l'école aussi au passage, et mon cerveau va tout passer en revue et va réajuster en fait. Et là où il y a eu des erreurs, si elles ont été correctement exploitées, eh bien, le cerveau va pouvoir réajuster tout ça. Bref, l'apprentissage est optimal quand je favorise le sommeil de mon enfant, quel que soit son âge d'ailleurs, hein, et que je lui donne le moyen de bien dormir. Voilà, quatre, quatre ingrédients pour une recette magique de l'apprentissage, évidemment ciblée en lien avec l'alimentation, on va le voir, et je vous propose maintenant d'aller voir quel est le rapport avec l'alimentation. Voilà. Ça va? J'étais un petit peu volontairement dynamique et rapide. C'est pour nous sortir un peu de notre quotidien, voilà, où on vient d'une journée, on a tous travaillé. Voilà, donc j'étais un petit peu dynamique volontairement. Je vais ralentir un petit peu maintenant parce qu'on va arriver sur des choses finalement assez, peut-être parfois un petit peu techniques ou pas, ou selon votre expérience et vos connaissances. Euh, n'hésitez pas à poser des questions, je vous rappelle, dans la conversation si vous le souhaitez. Voilà. Alors, euh, je me rends compte juste, hop là, qu'il y a deux personnes qui attendent pour rentrer dans la salle. Je leur donne juste l'accès et voilà. Voilà, voilà. Euh, Nous allons, après avoir vu la recette, parler rapidement de cerveau. J'ai mis cerveau avec un X volontairement, parce qu'on a parlé du cerveau, on a parlé du cerveau supérieur, ou du cerveau ici qui se trouve à la partie supérieure du corps, en tout cas. Sans parler du cerveau supérieur, je ne parle pas ici du cartox, mais voilà, du cerveau du haut, on l'appelle aussi comme ça. Et il y a un autre cerveau, qui est le cerveau du bas, euh, qui est, on appelle également en termes pompeux le cerveau entérique. Alors, bah, on peut, mais en fait, c'est par rapport à son étymologie, le cerveau entérique, donc, qui est considéré, et je vais vous le montrer avec cette petite vidéo, comme finalement, par certains scientifiques, comme étant le cerveau, euh, finalement, le premier cerveau. Voilà. Avant de vous montrer la petite vidéo, pour vous dire qu'il y a une autre référence que peut-être qui peut vous intéresser, si vous voulez vous intéresser bien voilà, à ce fonctionnement de ce deuxième cerveau. C'est ce livre de Julia Enders qui s'appelle Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé et finalement assez mal connu. Donc voilà, je vous donne cette référence qui peut vous intéresser et je vous montre maintenant la vidéo. Et Léona. Est-ce que vous pouvez juste me mettre, est-ce que quelqu'un peut me mettre, plusieurs peuvent mettre un petit pouce pour me dire que vous avez bien le son? Vous avez bien le son de ce que vous avez entendu du bruit ou pas, du son? Est-ce que c'était OK pour vous ou pas? OK, je vois qu'il y en a qui ont dit OK, c'est que c'est bon. Tout bon alors. Parfait. Hop, je remets la vidéo. De Vinci avait-tu le microscope de Michael Gershon? Voici quelques-uns des neurones qu'il aurait observés. 200 millions de ces neurones tapissent la paroi de notre intestin. Répartis tout au long de notre tube digestif, ils nous permettent de digérer. Digérer, c'est incroyablement compliqué. Il faut faire des choses très difficiles à reproduire en laboratoire, comme décomposer la nourriture en minuscules molécules que l'organisme peut absorber et utiliser pour fonctionner. Et pour faire cela, nous avons besoin d'une grande puissance nerveuse. Nos deux cerveaux se ressemblent comme des frères. Système nerveux central pour le cerveau du haut, système nerveux entérique pour le cerveau du bas. Même leurs noms scientifiques sont similaires.
Mais était-ce bien nécessaire que l'évolution nous dote de deux cerveaux séparés? La raison pour laquelle l'évolution a délocalisé ce cerveau est semblable à la raison pour laquelle nous avons des micro-ordinateurs sur nos bureaux. Délocaliser le travail en périphérie, au niveau de l'intestin, c'est plus efficace. De cette façon, le cerveau n'a pas à être connecté à l'intestin avec des câbles géants. Il n'a pas besoin non plus de grossir de plusieurs millions de neurones supplémentaires. Voilà, cette introduction sur l'intestin et qui montre que je montre ici parce que mon objectif c'est de mettre en avant le fait que on parle souvent du cerveau pour apprendre, mais finalement on a ce deuxième cerveau que sont justement nos intestins avec ces 200 millions de neurones, ce qui est énorme, certes moins que dans le cerveau du haut, mais quand même énorme. Et donc, ça veut dire que l'alimentation va forcément avoir un impact sur notre apprentissage. Alors, c'est un point c'est une porte que j'ouvre juste et que je referme, c'est-à-dire que je ne vais pas aborder ce qui peut impacter l'apprentissage par rapport à notre intestin directement, parce que moi, je vais plutôt m'intéresser à ce qui agit au niveau du cerveau du haut et non pas du cerveau du bas. Mais c'est une réalité que selon ce que je mange, par exemple, je donne un exemple tout simple, la viande, c'est une protéine qui nécessite une digestion beaucoup plus importante. Et donc, l'intestin va passer du temps à digérer de la viande, par exemple. Et donc, quand il digère de la viande, comme c'est un système nerveux, il va pomper de l'énergie, il va pomper de la tension, hein, il y a un coup nerveux. Et donc, à ce moment-là, forcément, la tension de l'enfant en classe, mais même pour les adultes, hein, moi j'étais dans une formation à Paris hier, après la digestion, si on a mangé de la viande, entre autres, mais il y a d'autres aliments, bien ce cas, ça va peser sur la digestion, donc ça va fatiguer et ça va nous rendre moins attentifs. Alors voilà, ça c'est un élément, ça ouvre plein de questionnements sur ce que mangent les enfants le midi, mais toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de parler et qui ont expérimenté de ne pas manger de viande le midi, notamment dans une journée de formation, et de manger beaucoup plus léger, avec plus de légumes, plus de fruits, voilà, éventuellement une céréale, eh bien, digèrent beaucoup mieux, digèrent beaucoup mieux, sont beaucoup plus attentives et n'ont pas notamment le coup de pompe. Voilà. Je ferme cette parenthèse qui est vraiment très intéressante, mais comme je vous disais, je ne suis pas non plus nutritionniste et je ne veux pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Je préfère rester sur mon domaine de prédilection. Et en même temps, c'est important, je pense, d'ouvrir cette porte-là. En tout cas, moi, personnellement, dans ma vie personnelle en tant que papa, je veille à cet aspect-là pour mes enfants et pour moi-même. Bon, tout simplement, par exemple, quand j'ai une formation et que le contexte s'y prête et que j'ai possibilité de le faire, souvent je vais faire en sorte de ne pas trop manger et d'éviter la viande si possible pour pouvoir être plus disponible l'après-midi. Voilà, c'est juste une petite anecdote. Alors, ça c'était pour cette partie du cerveau du bas. Je referme donc cette porte-là et je vais aller du côté des constats. Et je m'intéresse ici, je mets en avant une étude qui a été menée euh, auprès donc aux États-Unis, hein, ça a été fait, auprès de 11 740 élèves, donc je crois c'est du CM2, hein, c'est l'équivalent du CM2 en France. Voilà, ils ont été soumis à un questionnaire sur leur comportement alimentaire. Voilà, ça a été le point de départ de l'étude. Et donc, c'est une étude qui est reconnue hein, au niveau pour son sérieux, en tout cas. On va voir aussi d'ailleurs pourquoi. Il est ressorti de l'étude qu'il y a plus de deux tiers des enfants interrogés qui avaient consommé du fast-food dans la semaine. Il y avait 20% qui avaient même eu quatre repas à base de fast-food la semaine qui précédait l'étude et 10% qui en avaient mangé tous les jours. Alors, on est d'accord, ça a été fait aux États-Unis, vous reconnaissez que ça ne s'est pas passé en France. Alors, on n'est pas dans la même culture, mais voilà, c'est pour dire. À l'inverse, il y a eu 29% des enfants de cette étude qui n'avaient pas mangé de fast-food dans les 7 jours précédant le questionnaire. Voilà. Donc, ils ont fait ce questionnaire. Et ensuite, après avoir répondu à ce questionnaire, les enfants, ils ont été soumis à une série de tests. Ils ont fait des tests de lecture, des tests de maths, de sciences et d'autres tests. Et les résultats sont les suivants, c'est que en mathématiques, en lecture et en sciences aussi également,
Les enfants qui avaient déclaré avoir consommé du fast-food tous les jours ou 4 à 6 fois par semaine ont eu des résultats 20% plus faibles que ceux qui n'avaient pas mangé de fast-food du tout. Donc ça, c'est un élément important. Voilà. Donc il y a eu une baisse de performance qui a été constatée chez les enfants qui avaient consommé soit du fast-food tous les jours, soit 4 à 6 fois dans la semaine. Et les enfants qui ne mangeaient pas du tout de fast-food, voilà, ou alors 1 à 3 fois par semaine, eh bien, leurs résultats se sont révélés euh, meilleurs. Et c'était seulement en maths qu'il y avait une petite différence. Alors, c'est pas ceux qui consommaient pas du tout, je crois que c'était ceux qui consommaient que 1 à 3 fois. Voilà, c'est ceux qui consommaient 1 à 3 fois, 1 à 3 fois par semaine qui avaient des résultats, mais moins bons seulement en maths. Et les chercheurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que les chercheurs, ils se sont pas contentés de faire un questionnaire comment dire, et des tests un petit peu dans les disciplines. Ils ont fait en sorte pour que leur démonstration soit juste, en fait, eh bien, ils ont vérifié d'autres facteurs socio-économiques tels que l'exercice, le temps passé devant la télé, le milieu social de la famille. Donc, ils ont fait en sorte de prendre en compte ces éléments-là pour qu'ils n'influencent pas les résultats. Donc, c'est une étude qui a été menée de manière quand même très sérieuse. Et ce qui est intéressant, c'est que ils se sont intéressés, évidemment, là c'est le travail de recherche aussi qui est poussé un peu plus loin, c'est de dire quelles peuvent être les causes. Qu'est-ce qui fait que on observe cette baisse-là, cette baisse de performance. Et en fait, les chercheurs, ils ont évoqué quelques pistes que j'ai mises là, euh, voilà, qui sont notamment proposées par d'autres études. Donc, ils ont été recroisés d'autres études pour tenter de comprendre quelle pouvait être la cause. Et ce qu'ils mettent en avant notamment, c'est voilà, l'alimentation de type fast-food, évidemment, qui a une pauvreté en nutriments, comme le fer, par exemple, et qui pourrait avoir un effet négatif sur le développement cognitif. Donc là, il parle de développement cognitif. On pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi un lien par rapport à l'intestin, le cerveau du bas, et évidemment aussi. Et puis, ils ont mis en avant le fait qu'il y avait une alimentation qui était trop riche en gras, trop riche aussi en sucre dans le fast-food, et qui pourrait avoir un impact cette fois-ci sur la mémoire et sur la capacité d'apprentissage. Alors, s'ils ont avancé ces hypothèses, c'est parce qu'ils ont, comme je le disais, croisé des études qui justement faisaient le lien entre une alimentation trop riche en gras et en sucre, la pauvreté en nutriments, etc. Voilà. C'est simplement pour entamer un petit peu parler de ce lien qu'il y a entre l'apprentissage et l'alimentation. Je propose de regarder cette vidéo qui a été faite par Sudangat, qui a été faite, il me semble, en Australie, si je ne me trompe pas. Vérifiez, je crois que cette vidéo est demandé dans la vidéo. Je vous laisse regarder. Pareil, si quelqu'un peut mettre un petit OK dans la conversation pour me dire que le son est bien actif, ce serait top. Is that your drink? Whose drink is that? Okay, can I have a look at the drink? Unchangeable. Right, so that's got a colour in it. Colour 110, that's an artificial colour. Food detective and nutrition author Sue Dengate thinks she can find the answer to most kids' problems here, in their lunchboxes. You might need to be a food scientist to decode the information, but these children are walking test tubes. In the past few decades, hundreds of additives have crept into their food. Colours, flavours, preservatives. At least 60 of them cause problems for some kids. But which additives affect which kids? Food companies are leaving parents to find out that for themselves. And the results have been disastrous. The authorities have really dropped the ball when it comes to protecting our children. Over the next 2 weeks, these children from Nana Glen Primary School in New South Wales will be cutting the additives from their food. They have a list of nasties to avoid, and for any 6-year-old, it's quite a mouthful. Sorbates, benzoates, nitrates, glutamates. Sometimes they're words, sometimes numbers. Always in the fine print and hard to find unless you know what to look for. Their parents have been armed with the same information, and the canteen will only serve food with natural ingredients. What food aren't you going to eat now? Colours, preservatives, and flavours. The effects of a food intolerance can be subtle. The child who fidgets, the child who can't concentrate, the child who has no friends. They're pretty good in the classroom, but they really seem to be playing up now.
is it my imagination or are they louder since they've been eating lunch? And this is what you expect. And I think next time we're here, you'll see they're quieter and calmer. It's been 2 weeks since the children of Nana Glen went additive free. We've come back to see if it's actually made any difference at all. Okay, you guys, hurry up. First off, the principal's office. Laurie Renshaw had to ask teachers, students, and parents to cooperate, and he was stunned by the result. Just as an example, this year we've averaged 6 students on detention per week. Over this last week, we haven't had 1 student on detention. That speaks volumes for itself. So, onto the classrooms to see the results firsthand. Kindergarten teacher Jenny Wiseman. They listen to instructions better and they're not so impulsive. I think that's probably the biggest change that I've seen, that they think before they do things, think before they act. Okay, we're going to put that on the stove? Yeah. Parents also couldn't believe the most seemingly benign foods could be having such a detrimental effect on their child's behaviour. Helen Barrett found out her son Liam reacted to additive 160B, found in vanilla ice cream and yogurt. Removing it from his diet changed his life. His behaviour improved, the tantrums stopped, the head banging stopped, and basically we've gone from strength to strength from there. It's basically changed our life because now I don't spend my whole day with a child that says no every time I ask him to do something. I have a child that I enjoy being with, and he's just a beautiful, unique creature. Most tellingly is what the kids say themselves. I was getting more friends because I wasn't being so mean as I used to be. Well, I've been sleeping much better because before I used to when my mum and dad talked to me and I'd always take a while to go to sleep. But now when my mum and dad puts me to bed, I go straight to sleep. People used to leave me out because I used to get really angry, and now they're playing with me and all that. Behaviour isn't the only thing affected. There are physical symptoms as well. There were less incidences of bedwetting, headaches, stomach aches, and skin rashes. In fact, 60% of children who appeared to have nothing wrong with them are better behaved on an additive-free diet. Nothing but positive feedback. Are you surprised? You might remember, I told you so. We've seen this so many times before. You take a lovely school with wonderful kids, and then 2 weeks later, everyone is talking about the huge changes they've seen. A study recently published in the UK proved the long-suspected link between food additives and hyperactivity. The food authorities there have already started removing harmful colours from food. How long will Australians have to wait for similar action to be taken here? I would like to see this program in every school, but more than that, I would like to see these nasty additives taken out of food, because it's too hard for parents at the moment to give their kids food that keeps them healthy and happy and learning well. Voilà pour cette vidéo qui dit beaucoup de choses. Si vous voulez la retrouver, il vous suffira de taper sur Internet les mots-clés suivants. Enfant, tube à essai sur pattes, quelque chose comme ça. Enfant, tube à essai sur pattes. Voilà, je crois que c'est comme ça que vous la retrouverez sur YouTube ou sur Internet. Je ne sais pas si c'est Dailymotion ou autre, peu importe. Voilà, en tout cas, c'est pour dire que elle est encore, on peut encore la retrouver aujourd'hui quand même assez facilement. Voilà. Hop là, pardon. Il y a eu un petit. Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, je vous propose maintenant d'aller, s'il n'y a pas de questions particulières, ben voilà, quelqu'un a trouvé le lien. Merci beaucoup, ça c'est très efficace. Ça s'appelle de la collaboration. Super, merci pour le lien qui a été mis dans la conversation. Si vous le cherchez dans la conversation, vous pouvez le conserver. Alors, je vous propose d'aller maintenant parler d'un premier ingrédient, justement, qui a un lien avec nos facultés scolaires. Hop, on y va. Premier ingrédient, nous allons parler du sucre. Donc, le sucre qui est un élément très courant aujourd'hui dans notre société, voilà, communément utilisé, alors qu'il y a finalement une centaine d'années encore, c'était un produit que l'on trouvait pas si facilement que ça, et que pendant une période, seuls les gens riches pouvaient se procurer. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Alors, je vous propose de démarrer
avec une étude qui a été menée en 2012 par le docteur Fernando Gómez Penilla à l'Université de Californie, qui a mené une étude évidemment sur des rats de laboratoire et qui a conclu que en fait il y avait un ralentissement finalement du cerveau, un fonctionnement ralenti du cerveau lorsque il y avait un régime qui était riche en fructose. Et voilà, et ça a impacté directement notamment les facultés d'acquisition et de mémorisation des rats. Donc ça, c'est une première étude qui a été faite. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que vous allez comprendre le lien avec tout à l'heure aussi avec ma recette magique, eh bien, c'est que cette étude a montré, enfin l'observation précise de ce ralentissement du cerveau, en fait, ils se sont rendus compte que c'était les synapses, donc si vous vous souvenez, les synapses, donc là je les ai barrés, mais c'est le même type de schéma que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était les synapses des rats qui avaient trop consommé donc de fructose, qui étaient abîmées, et du coup, la communication entre les cellules du cerveau bah, se trouvait forcément altérée. Enfin, voilà, c'est une logique. Si les synapses sont abîmées, bah, les connexions ne peuvent pas se faire correctement. Voilà, c'est comme si on avait une prise avec la prise mâle, prise femelle, et puis que c'était abîmé soit d'un côté, soit de l'autre, ça va être compliqué de faire fonctionner la machine. Eh ben, c'est un peu la même idée. Autre chose qui a été observée par le docteur Piniglia, et qui est fort intéressante également, eh bien, c'est que les rats développaient en fait comment dire, une résistance à l'insuline. Il y avait une résistance à l'insuline qui apparaissait. Alors, je vous ai mis un petit visuel ici, hein. Euh, L'insuline, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup, mais qui est en fait très en lien avec les difficultés, les problèmes de santé qu'il peut y avoir, notamment au niveau du diabète. Cette hormone, en fait, elle régule le taux de glucose dans le sang, comme ça écrit, et les fonctions des cellules du cerveau. Et elle renforce du coup les connexions synaptiques. Ah bah tiens, voilà, l'insuline va permettre de pouvoir réguler les fonctions des cellules du cerveau, notamment, et des connexions synaptiques. Donc ça, c'est un élément important. Ça veut dire que quand, grâce à l'insuline, les cellules, en fait, peuvent mieux communiquer et enregistrer des informations. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, on peut en arriver à une conclusion simple, c'est que surconsommer du sucre va avoir comme effet de baisser la production d'insuline, de générer une forme de résistance et donc de baisser la production d'insuline. Et ça va détériorer les fonctions cognitives. Attention, je parle bien de surconsommation de sucre. C'est pas si cet après-midi vous avez mangé un œuf de Pâques qui vous restait, que ça y est, vos connexions synaptiques sont affectées. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Euh, Ça dépend combien d'œufs de Pâques vous avez mangé. On regarde. Mais vous voyez l'idée de surconsommation, on y reviendra d'ailleurs. Euh, Ça, c'est un premier élément. Un autre élément qui est intéressant, c'est une étude qui a été menée par le CNRS en 2015 et qui a montré en fait que, enfin, avant de montrer, je vais vous expliquer comment dire, l'étude. L'étude, elle est simple. Ils ont pris des rats et ils les ont rendus accros à la cocaïne. Alors, ok, on est d'accord que c'est discutable sur le respect de l'animal, etc. Bon, c'est pas mon sujet ce soir. Je m'appuie sur ce qui est. Toujours est-il que voilà, ils ont rendu des rats accros à la cocaïne et puis à un moment donné, ils ont mis dans l'espace où les rats évoluaient euh, une première chose qui était la dose de cocaïne, voilà, à laquelle les rats avaient été rendus addicts. Et puis, ils ont mis également un soda, une boisson donc sucrée, très sucrée et ils ont observé ce qui se passait. Et en fait, ils se sont rendus compte que, alors évidemment, ils ne l'ont pas mis dans la bouteille, hein, ils avaient ouvert le bouchon. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Et ils ont observé que les rats, eh bien, ont préféré aller consommer la boisson sucrée plutôt que d'aller prendre leur drogue habituelle. Alors évidemment, ça ne s'est pas passé qu'une seule fois, c'est quelque chose qui a été répété. Et ils ont même été jusqu'à observer que, qu'il y avait des rats qui étaient allés jusqu'à se battre pour aller ingurgiter avant l'autre ou le plus possible de soda. Voilà. Faut comprendre que la quantité de soda qui était mise était équivalente pour un homme à 1,5 litre de soda. Voilà. Ce qui est quand même une quantité assez importante.
Voilà, je vois qu'il y a une question. Est-ce que c'était uniquement le fructose? Oui, dans l'étude du docteur Penilla, ils ont en effet observé la surconsommation de fructose pour les rats. Oui, parce qu'en fait, voilà, ils ont choisi de partir sur ce type de sucre-là. Voilà pour cette étude-là. Ça, c'est la conclusion de cette étude d'ailleurs qui avait été faite, c'est que le sucre finalement était plus puissant qu'une drogue dure. Elle était facile à se procurer, légale, et elle provoque les mêmes dégâts dévastateurs qu'une drogue dure, par contre sur une plus longue période. Voilà, voilà ce qui avait été conclu par les chercheurs à ce moment-là. Donc ça, c'est sur la partie un petit peu études, recherche. Et alors, il y en a beaucoup, vous pouvez trouver beaucoup de recherches. Il faut prendre le temps d'aller vérifier quand même la source, s'assurer que c'est reconnu, que l'étude est reconnue, que le sérieux de l'étude est reconnu. Bon. Euh, je propose de continuer avec cette question justement, parce qu'une des études disait, oui, mais une surconsommation de sucre, parce qu'évidemment, il ne faut pas commencer à se dire, oh là là, mon Dieu, je pense qu'il ne faut pas, mon discours n'est pas alarmiste, voilà, mais faisons des constats, partons de la réalité, et justement, partons de la réalité, consommons-nous trop de sucre? C'est une question qui me semble vraiment importante et que moi, je me suis posée il y a quelques années en arrière, et du coup, j'étais amené à faire quelques recherches, et voilà, je vous partage ce que j'ai découvert et qui m'avait fortement parlé et qui évidemment est toujours largement d'actualité si vous faites les recherches là-dessus. Il y a 100 ans, je vais vous raconter une petite histoire, eh bien, on consommait environ 2 kilos de sucre par an. Logique, en plus, le sucre était assez peu difficile d'accès, seules les personnes aisées pouvaient s'en procurer, etc. Aujourd'hui, nous consommons environ 35 kilos de sucre par an. Donc, on peut dire qu'on consomme beaucoup plus de sucre qu'il y a qu'il y a 100 ans, pardon. Et pareil qu'il y a 300 ans, mais encore il y a 100 ans, on était dans cette proportion à peu près. Ça donne un peu une idée, en tout cas, du fait qu'en l'espace d'une centaine d'années, l'humanité, pas toute, mais une partie de l'humanité, s'est mise à consommer beaucoup plus de sucre, presque 15-20 fois plus qu'elles n'en consommaient. Et puis si on prend 300 ans en arrière, eh bien finalement on est à beaucoup moins que 2 kilos de sucre par an. Bon, voilà. Sur l'échelle de l'existence de l'humanité, c'est quand même une augmentation très 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 rapide. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que il a été mesuré, évalué qu'il y a environ 75% des plats industriels qui sont vendus en supermarché qui contiennent du sucre ajouté. Je parle bien du sucre ajouté, du glucose, du fructose, du miel, je sais pas moi, du sirop de maïs, enfin voilà, différentes formes de sucre. Donc aujourd'hui, dans l'alimentation, quand vous allez faire vos courses, alors ce chiffre-là, il date quand même déjà parce que je crois que, si je ne me trompe pas, ça doit faire déjà presque une dizaine d'années. Donc je serais curieux de voir s'il y a une étude, j'ai pas été recherché, c'est une étude plus récente qui montrerait peut-être qu'il y en a plus, sauf sur les produits qui sont mentionnés sans sucre ajouté. Attention, le sans sucre ajouté veut dire qu'on a mis autre chose que du sucre. On n'en parlera pas, mais c'est quelque chose qu'on abordera après. C'est un additif, l'édulcorant, et qui est aujourd'hui reconnu pour avoir un effet plus dévastateur que le sucre lui-même. Donc attention aux produits, c'est marqué sans sucre ajouté parce que finalement, ce qu'il y a dedans pour remplacer le goût du sucre peut être, voilà, dans certains cas en tout cas, peut être embêtant. Alors, dans certains cas, l'autre jour, j'étais acheté un pain de mie, il y avait marqué sans sucre ajouté, j'ai regardé, il n'y avait pas plus d'édulcorant pour autant. Par contre, il y avait un additif qui avait été ajouté par rapport à celui qui n'avait pas où c'était pas mentionné sans sucre ajouté. Bon, c'était un autre additif qu'un édulcorant. Un autre élément très intéressant, c'est les chiffres de l'OMS, les recommandations de l'OMS. En 2002, l'OMS recommandait 50 grammes par jour par adulte de sucre en termes de consommation quotidienne. En 2014, l'OMS a revu sa copie et a divisé par deux la recommandation de sucre par jour par adulte. Évidemment, c'est la même chose pour les enfants. Pourquoi? Eh bien, parce que devant le constat du dégât au niveau de la santé physique, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il était urgent de faire quelque chose. Moi, je dis la santé physique, mais c'est évident que déjà en 2014, de nombreuses études faisaient le lien entre le sucre et les facultés cérébrales, cognitives.
Voilà pour cet aspect-là. Et une dernière chose que je vous propose d'aborder dans cette question sur le sucre, c'est où trouve-t-on les informations? Un élément qui paraît peut-être simple, mais tout le monde ne le sait pas, ou tout le monde n'y fait pas forcément attention, ou ne peut pas poser la question. Évidemment, ce sont dans les ingrédients que vous trouverez la mention du sucre. On dit bien que quand le sucre est placé en premier, c'est que c'est l'ingrédient le plus présent. Voilà. Et vous retrouvez ça également dans les valeurs nutritionnelles qui sont indiquées toujours sous forme de tableau. Alors des fois, c'est pas un tableau, mais la plupart du temps, c'est sous forme de tableau. Et il faut regarder dans la case des glucides et le petit tiret, dont sucre. C'est là que vous aurez la mention du sucre ajouté. Il faut faire la différence entre les glucides qui sont pas du sucre ajouté, qui sont du sucre naturel, qui ont un autre processus. Mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on peut déjà regarder ça. Alors voilà, ça c'était pour vous donner cette information. Je vous avais proposé, je ne sais pas si vous l'avez fait, je vous avais proposé de mettre de côté des emballages alimentaires. Je vous propose maintenant eh bien, de les sortir si vous avez des emballages avec vous. Si vous n'avez pas d'emballage, ben, pourquoi pas aller chercher simplement très rapidement en 30 secondes quelques petits trucs qui se trouvent dans vos placards, paquets de biscuits ou autre chose, salé, sucré, enfin peu importe, plat à acheter. Évidemment, il faut que ce soit des choses achetées. Voilà. Et si vous avez acheté un poireau, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. D'ailleurs, il n'y a pas d'emballage normalement où le sac plastique ne va pas servir à grand-chose. L'idéal, c'est qu'il n'y en ait pas. Voilà, donc je vous invite à les prendre, à les prendre avec vous et d'aller regarder justement rapidement, de mettre de côté, d'un côté, les emballages des produits qui ne contiennent aucune mention sucre dans les ingrédients. Je parle bien des ingrédients, je ne parle pas du tableau des valeurs nutritionnelles. Simplement, si vous avez 3, 4, 5, 10, 15, je ne sais pas combien de paquets, eh bien voilà, tout simplement de faire le tri, tiens, là il y a du sucre ajouté, là il n'y a pas de sucre ajouté. Simplement pour se rendre compte parmi les produits que j'achète, lesquels contiennent des produits ajoutés. Voilà. Et puis si vous voulez mettre un petit commentaire du coup à la lumière de ça dans la discussion, n'hésitez pas pour dire, bah voilà, je sais pas, moi j'en ai 4 sur 10 qui ne contiennent pas, ou 1 sur 10 qui ne contient pas, ou j'en ai peut-être 9 sur 10 qui ne contiennent pas, ça dépend peut-être aussi de ce que vous achetez, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à faire en tout cas une petite observation de cet ordre-là. Pour vous dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en Alsace, du côté de Mulhouse, où j'animais une intervention pour des parents d'un multi-accueil sur cette thématique de l'alimentation et des apprentissages. Bien que les parents de multi-accueil, enfin, donc d'enfants de 0 à 3 ans, ne soient pas concernés déjà par les apprentissages scolaires, mais en fait, tout ce qui se prépare, tout ce qui se passe dans le cerveau va évidemment impacter plus tard. Alors oui, il y a Blandine qui dit fructose, c'est sucre des fruits, tout à fait, et miel. Donc ça, c'est considéré comme du sucre, tout à fait. Alors, est-ce qu'il faut limiter la surconsommation de fruits et de miel de nos enfants? Alors, de deux manières générales, oui, il faut éviter la surconsommation de sucre, ça c'est sûr. Après, c'est évident que le fructose, c'est pas tout à fait le même sucre que le glucose notamment. Ça, c'est certain. Et après que le sucre raffiné, évidemment aussi. Donc, il y a moins de risques. Et après, les enfants n'ont pas les mêmes besoins que les adultes. Donc, pour un enfant, ce n'est pas gênant qu'il mange beaucoup de fruits, puisque il va pouvoir gérer ça. Sachant que je parle bien ici de fructose. Voilà. Le miel, c'est un tout petit peu différent. Il peut aussi être consommé, mais c'est là pour le coup, je nuancerai davantage. Mais je m'arrêterai là parce que je vous rappelle que je ne suis pas nutritionniste et que je ne veux pas aller trop loin sur les conseils. Voilà, je ne veux pas me prendre pour ce que et puis donner après des mauvaises informations. De manière générale, j'aime beaucoup le commentaire de Anne. Il faut éviter toute surconsommation. Après, c'est vrai que le fruit en lui-même, un enfant qui mange beaucoup de fruits, il n'y a pas beaucoup de chances que ça agisse de manière négative sur son cerveau pour une raison simple, c'est que à cet âge-là, souvent, l'enfant, alors surtout quand il s'agit, il faut préciser, quand c'est naturel, l'enfant, le cerveau et le corps va vers ce dont il a besoin. Donc un enfant qui mange beaucoup de fruits, c'est pas un problème. Attention, je précise bien que ça doit être des éléments naturels, parce qu'un enfant qui mange beaucoup de bonbons,
c'est pas le même problème. On comprend bien que le bonbon n'étant pas naturel, le corps ne peut pas aller naturellement vers ce bonbon-là parce qu'il en a besoin. C'est quand même, voilà, il faut bien faire cette distinction-là. Donc voilà. Dans la brioche, il y a du sucre normalement. Je vois le commentaire de Maël. Il y a certainement du sucre dans la brioche. Généralement, hein, on met du sucre dans la brioche. Évidemment, je vois des commentaires, les goûters des gâteaux dégoûtés contiennent du sucre, bien sûr. Ok. Ce que je vous disais, c'est que merci pour ces commentaires, mais je sais pas, voilà, j'espère que vous avez vos emballages et vous pouvez voir un petit peu. Donc j'étais avec une trentaine, quarantaine de parents dans ce multi-accueil. Euh, eh bien, on a fait un test. J'avais demandé à la structure de mettre de côté plein d'emballages. Les parents avaient aussi participé, donc ça avait aussi impliqué, donné envie de venir. D'ailleurs, ils étaient très surpris parce qu'habituellement, dans les conférences, ils avaient 2, 3, 4 parents. Là, il y en avait 40, donc ils étaient très surpris. Je vous rassure, ce n'était pas ma renommée qui les a fait venir, parce que je pense qu'ils ne me connaissaient pas du tout. C'était vraiment le sujet qui les a intéressés, puis le fait de les avoir impliqués à ramener des emballages. Et donc, on s'est amusé à faire le tri. Et vraiment, c'était impressionnant parce qu'il y avait, je sais pas, il y avait 50, 60, 70 emballages. Et on a trié et il y avait vraiment 80-20%. C'était plus que 75%, 80-20% où il y avait du sucre et 20% il n'y en avait pas. Enfin, vraiment, c'était flagrant. Voilà. Merci pour ces éléments-là. Alors, en effet, quand il y a Marie qui écrit jus de fruits sans sucre ajouté, c'est marqué 8,3 grammes pour 100 millilitres. Ça doit être donc de sucre quand même. Bon, voilà, j'aborderai pas la question des jus de fruits ce soir, mais c'est une question en effet importante. Que penser des jus de fruits? Quels jus de fruits, etc. Je vois Isabelle qui écrit compote bio ambigu, glucides 13 grammes, dont 11 grammes de sucre et précision sans sucre ajouté. Purée de pommes, poire contient des sucres naturellement. Donc oui, c'est tout. Là, ici, il y a la question du fructose, en fait, qui est en lien là-dedans. Et c'est vrai qu'après, parfois, c'est un peu obscur dans ce qui est écrit et la façon dont c'est présenté. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui dans les ingrédients, beaucoup de mots qu'on ne connaît pas. Voilà. Après, bon, une compote reste du fruit, normalement. Si c'est marqué sans sucre ajouté, théoriquement, si l'industriel est honnête, il ne devrait pas y en avoir. Je vous propose de continuer, de terminer sur cette question du sucre en parlant du glucide. Voilà, l'impact des glucides, notamment sur l'humeur. Alors, l'humeur au sens, on va voir finalement aussi sur l'humeur et sur la motivation, on pourrait dire, parce qu'il existe plusieurs sortes de glucides. Il y a des glucides simples et des glucides complexes. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, une fois de plus, je vous donne des éléments qui sont assez simples et qui sont faciles à trouver, des informations faciles à trouver sans avoir fait forcément d'études de nutritionnistes. Il faut savoir que tous les glucides qui soient simples ou complexes vont provoquer ce qu'on appelle un pic de glycémie. C'est-à-dire le pic de glycémie, c'est le taux de sucre en fait ou de glucose dans le sang. Et ça va provoquer un pic de glycémie, ça c'est important, dans les 30 minutes qui suivent leur ingestion. Tous les glucides. Évidemment, l'amplitude de ce pic est plus ou moins grande et elle va dépendre d'un élément important. Et ici, j'aborde simplement, je pense, j'espère l'aborder simplement, c'est ce qu'on appelle l'IG ou l'index glycémique. Je vous ai mis la définition. Critères de classement des aliments contenant des glucides basés sur leurs effets sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, durant les 2 heures qui suivent leur ingestion. Donc on sait qu'il y a une provocation d'un pic dans les 30 minutes qui suivent et ils ont observé, pour l'IG, ils observent jusque jusque dans les 2 heures qui suivent leur ingestion. Ça, c'est intéressant d'avoir cette information-là. Et ce qui est observé, c'est que plus l'index glycémique de l'aliment est élevé, plus le taux de sucre dans le sang va augmenter rapidement et massivement, donc après l'absorption. Voilà, donc plus l'IG est important, donc plus l'index glycémique est important par rapport à l'aliment lui-même, plus il y a un taux de sucre important qui augmente rapidement et massivement, c'est-à-dire que ça vient d'un coup. Hein. C'est rapide, ça vient vite et ça vient en quantité. Pas quelque chose qui se fait lentement, c'est vraiment un pic brutal. Alors, pourquoi parler de ça? Simplement parce que, il y a un impact. Avant de vous montrer ce tableau-là, il y a un impact sur, comment dire, sur l'humeur, tout simplement.
Il a été observé par des études, des études qui ont été menées, observées, on a donné des aliments et on a regardé sur l'impact que ça a au niveau de l'humeur et de la motivation. Et en fait, il faut simplement comprendre l'idée du pic. Qui dit pic dit chute. Qui dit chute dit baisse d'énergie, parce que le sucre va donner de l'énergie. C'est un élément comment dire, un ingrédient qui vient donner de l'énergie au corps. Donc, il y a un pic d'énergie et puis après, il y a une chute. Ce qui est problématique, ce n'est pas tellement le pic d'énergie, ce qui est problématique, c'est la chute. Et ça, c'est un élément important. On n'a pas prouvé que le fait d'ingérer du sucre a un impact sur l'agitation. C'est pas parce que je mange du sucre que je suis forcément plus agité. Ça, c'est pas quelque chose qui a été prouvé. J'ai envie de dire, c'est presque une croyance que si je mange du sucre, je vais être excité après parce que j'ai mangé du sucre. Ça n'a pas été prouvé. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est que la chute de l'index de la glycémie, pardon, dans le corps va avoir un impact sur l'humeur, sur la motivation, parce qu'il y a comme un ramollissement au niveau physiologique et l'individu, quel qu'il soit, comment dire, va vouloir, va avoir peu d'énergie, va avoir moins envie. Et c'est là, souvent, au moment de cette chute, que de nouveau, l'adulte va avoir, ou l'enfant, va avoir envie de manger le petit carreau de chocolat. Je veux bien encore un carreau de chocolat, je veux bien un petit bonbon, je veux bien un petit peu, etc. Euh, voilà, la réaction de l'enfant et de l'adulte sera un peu différente parfois, mais c'est là qu'on peut avoir envie de revenir du coup vers le sucre, puisqu'on a une chute brutale et le corps il est un petit peu en mode alerte, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de sucre, alors qu'en fait c'est simplement qu'il y a eu un pic. C'est pas qu'il y a un manque, c'est qu'il y avait un pic. Voilà, tout simplement. Je vous laisse regarder ce tableau qui classifie, alors voilà, ça reste, bon, ici je vais zoomer un petit peu comme ça, qui classifie les aliments en fonction de leur index glycémique. Donc à gauche, IG bas, milieu IG moyen, IG élevé. Euh, et donc, vous avez un certain nombre d'aliments qui sont mis dedans. Voilà, vous allez voir à gauche que vous avez notamment des légumineuses. Vous allez avoir certains légumes, certains fruits qui sont en IG bas. Vous allez avoir des fruits qui sont évidemment en IG moyen, des pêches, des pruneaux, du raisin. Vous allez avoir certains plats. Vous allez avoir des céréales comme les pâtes, par exemple. Vous allez avoir voilà, le riz aussi. Et puis dans l'IG élevé, vous allez avoir le pain, le sucre, le blé de manière générale. Le maïs, aussi un IG élevé, et les sodas, j'en parle pas, bien sûr. Là, ils mettent des raviolis, mais voilà, les pâtes agrémentées. Voilà, il y a une espèce de tacos ou je ne sais quoi. Donc, un plat plutôt préparé ici, en tout cas composé, la glace, le miel ou le sirop d'érable. Voilà, le jus d'orange, par exemple, les frites. Hop là, pardon, je vais revenir. Voilà. Donc, en tout cas, une consommation qui est trop importante d'aliments euh, à, à index glycémique élevé va favoriser, et on sait aujourd'hui, la prise de poids, ça peut conduire au surpoids et à l'obésité. Alors vous allez me dire, tiens, c'est pas un impact sur le cerveau, mais on pourrait dire, mais ça n'a pas de rapport avec l'apprentissage. Bah si, rappelez-vous notre recette magique de l'apprentissage, on avait un ingrédient qui était le mouvement. Et oui, si je suis en surpoids, si je suis dans un cas d'obésité, eh bien je vais moins bouger, je vais pouvoir bouger moins facilement. Et à ce moment-là, mon apprentissage va être impacté également, mes fonctions cognitives vont être impactées. Donc, le lien entre santé physique et santé cognitive est évident à faire. Ça, même si ça concerne d'abord l'aspect santé médicale. Voilà. Gardons bien en tête cette idée-là comment dire, de pic et de chute, et que le problème, c'est vraiment la chute. C'est souvent au moment de la chute que les enfants deviennent désagréables. Parce que là, il n'y a plus comment dire, ce phénomène euh, au niveau physiologique de cette énergie qui arrive d'un coup. Il y a cette chute d'un coup, cette baisse brutale qui fait qu'il y a un comportement désagréable. Les enfants sont pas envie, ils répondent mal, ou voilà, ils prennent pas d'initiative. Alors quand on est après le repas notamment, ou après une pause, c'est difficile de se mettre au travail. Voilà. Et du coup, je pose la question, le petit déjeuner français, entre guillemets, est-il adapté
pour travailler de manière efficace en classe. On imagine un enfant qui a été manger quelques tartines de pain en haut à droite, ici, IGO, avec un jus d'orange fortement conseillé, suivi d'une tartine, enfin, et sur le pain, il a mis du Nutella. Ben déjà, rien que là, on a un joli petit trio d'index glycémique moyen très élevé, on pourrait dire qu'il arrive quand même dans la moyenne haute, qui va avoir un impact dans les 30 minutes qui suivent l'ingestion et qui va avoir un impact jusqu'à 2 heures après. Sympa. Pour se mettre au boulot le matin, c'est pas mal. Alors, on se plaint, et à juste titre, des enfants qui ne mangent pas le matin et qui, arrivés à 10h30, ont faim en classe. Et c'est gênant parce que, oui, quand on a faim, notre cerveau est mobilisé sur ce signal interoceptif. Ok, très bien. Mais on peut aussi, du coup, se dire, ah oui, mais que mangent nos enfants et que mangent les enfants avant d'aller en classe? Euh, je vais, pareil, juste donner un petit anecdote, enfin, anecdote, un témoignage personnel sans rentrer dans un conseil nutritionniste pour autant, mais au niveau du petit déjeuner, de notre côté, nous avons fait le choix du salé, de favoriser le salé, d'éviter la céréale le matin ou alors une céréale le plus complète possible, même s'il a été démontré que le pain complet n'a pas un indice glycémique plus bas que le pain normal, que le pain blanc finalement. Voilà, donc en tout cas pas trop de céréales, surtout des lipides, surtout des protéines. Et ces sont des éléments qu'on trouve, donc du gras, du bon gras, le gras d'avocat, le gras des purées d'oléagineux par exemple, le gras des fruits tels que la banane également. Voilà, le poisson, bien évidemment, du laitage, du fromage blanc, je veux dire, par exemple, ou du yaourt, ça peut être assez opportun à ce moment-là, puisqu'on ne se situera pas dans la partie haute de l'IG. Voilà pour cet aspect-là. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai vu qu'il y a eu des échanges dans la conversation. C'est bien si voilà, je vois, le plus dur, c'est de ranger les gâteaux maintenant. Oui, c'est ça. Les barres de céréales pendant les compétitions de sport des enfants, où il faut beaucoup de concentration. Oui, qu'en penser? Alors, les barres de céréales, ça va dépendre des barres de céréales. Allez, là, je vous invite à regarder les étiquettes. Ça va dépendre des barres de céréales. Il y a des barres de céréales qui sont vraiment très sucrées. Il y en a qui le sont moins. Voilà, donc ça dépend. Mais ça reste quand même pas ce qui est le plus embêtant, la barre de céréales. Voilà. Bilan, quel est l'impact du sucre sur l'apprentissage? Eh bien, il est multiple. Je vous ai mis ça ici. Donc, un petit bilan. Ralentissement du fonctionnement cérébral. Ça, c'est pas un petit peu, je pense que c'est presque une conséquence générale avec dedans la perturbation des facultés d'acquisition de mémorisation, puisqu'il y a une détérioration des fonctions cognitives. On a parlé de l'altération des cellules du cerveau avec cette baisse de production d'insuline, parce que la surconsommation va créer une résistance à l'insuline qui pourtant est là pour renforcer les connexions synaptiques. Donc ça, c'est vraiment un élément. Voilà. Il y a une question intéressante. Sur quoi mange-t-on la purée d'oléagineux? Eh bien, en effet, la purée d'oléagineux, elle se mange par exemple sur un fruit tel que la banane, tel que la pomme. Très bien. Stop. Voilà. Ça peut se manger comme ça. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas de pain, hein, voilà. Oui, le pain au levain n'est pas mal non plus. Oui, mais on trouvera quand même dans le pain au levain quand même un indice glycémique. Mais attention, je suis en train surtout ne repartez pas en disant, ah là là, c'est pas bien ce que je fais ou il faut pas. Non, cherchons à cibler. Et puis, un pain au levain, c'est déjà mieux qu'un pain blanc. Euh, bon, pour plein de raisons, pour l'assimilation du gluten notamment. Enfin bon, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais moi, je vais rester ici en tout cas. Euh, Sur des fruits, on peut mettre plein de choses, hein. C'est pas possible de mettre. On peut mettre plein de choses sur les fruits. On peut mettre un raisin sec sur un morceau de pomme, c'est super bon avec. Bon, voilà, ça c'est des exemples. L'altération de l'humeur, je ne sais pas si j'ai dit, voilà, de la motivation, évidemment. Voilà un point important que je souhaitais aborder avec vous. Une chose que je souhaite donner ici tout simplement comme conseil par rapport au sucre, en tout cas comme expérience, plutôt que conseil comme expérience, c'est que nous avons l'habitude pour faire une recette de cuisine, d'un gâteau notamment,
d'aller sur une application sur Internet ou sur n'importe quel site Internet, hein, je ne citerai pas les noms, la plupart du temps, je dirais dans 99% des cas, vous pouvez diminuer par 2 ou par 3 la quantité de sucre à mettre dans le gâteau. Vous ne verrez pas de différence au niveau du goût. Si vous divisez par 2, il y a peu de chances que vous voyez une différence. Si vous divisez par 3, peut-être un petit peu plus. Mais en fait, au bout de 2-3 fois, plus personne ne se rend compte dans la maison. C'est pareil pour des crêpes, c'est pareil pour toutes ces choses-là. La plupart du temps, la quantité de sucre mise dans un gâteau est beaucoup trop importante. Enfin, trop importante. Elle n'est pas nécessaire, en fait, pour que l'aliment, enfin, l'aliment confectionné, donc le gâteau ou autre, eh bien, reste agréable au goût. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est tout à fait possible de le faire et les enfants ne s'en rendent pas forcément compte. Voilà, enfin, moi, mes filles font pas mal la cuisine en termes de gâteaux régulièrement et quand elles en font, maintenant, j'ai même pas besoin de dire, nous n'avons pas besoin de leur dire, elles divisent la quantité de sucre. C'est systématique en fait. Voilà. Et franchement, tout le monde s'en porte tout aussi bien. Je voulais dire autre chose par rapport au sucre. Oui, c'est que s'il y a un moment idéal pour manger le sucré, c'est au goûter. Mais au goûter, un goûter tôt, c'est-à-dire pas un goûter à 17h30. C'est plutôt un goûter vers 16h, 16h30, maximum 17h. Je dis ça par rapport à l'heure du coucher après notamment, pour favoriser une bonne digestion et donc un bon sommeil. Et oui, exactement, j'aime beaucoup la remarque, c'est tout à fait juste, Aurélie. Diviser le sucre, ça fait bosser les maths. Non, mais vraiment, c'est extra. Donc, finalement, l'alimentation et les apprentissages scolaires, c'est vraiment très en lien. Non, mais c'est vrai que la cuisine, pour ça, c'est excellent. Et c'est vrai qu'on fait des mathématiques. Voilà, blague sérieuse à part. Le meilleur moment pour manger le sucre, c'est pas le matin, c'est pas après le repas, surtout pas après le repas parce que ça va affecter la digestion. Donc si ça affecte la digestion, notre cerveau du bas, ben forcément l'attention en classe va être moins bonne. Mais c'est clairement après le temps souvent de la fin de l'école finalement, au moment du goûter. Voilà. Et bien évidemment, c'est toujours à associer à des fibres, à des aliments fibreux. Donc, par exemple, des fruits. Les fruits, pour ça, c'est excellent. Donc, personnellement, dans notre famille, le goûter commence toujours par un fruit. Le petit déjeuner aussi d'ailleurs. Il y a toujours du fruit au niveau du petit déjeuner et du goûter. Voilà. Notamment si on va sortir une confiture, une pâte à tartiner, quelque chose de plus sucré comme ça, on va l'associer à du fruit pour que on puisse plus facilement le digérer. Enfin, pas pour le digérer plus facilement, mais pour que le pic de glycémie soit moins important. Parce que quand il y a des fibres, l'assimilation, ça ralentit l'assimilation du sucre. Donc du coup, il n'y a pas ce pic, enfin, il y a moins ce pic en tout cas. Voilà. J'espère que je suis clair jusqu'à maintenant. Il est déjà 21h45, ça fait 1h15 qu'on nous sommes ensemble, et je vais quand même aborder le deuxième ingrédient. Je ne vais pas rentrer dans les détails du deuxième ingrédient. Pourquoi? Parce que ce deuxième ingrédient, eh bien, il est multiple. C'est ce qu'on appelle les additifs de manière générale. Et dans les additifs, il y a plusieurs catégories. Je ne vais pas pouvoir évidemment tout aborder ce soir, mais quand même vous donner ce qui me paraît important. Donc c'est parti, on y va sur les additifs. Sauf s'il y avait une question, mais pour le moment, je vois qu'il n'y en a pas. C'est parfait. N'hésitez pas si c'est le cas. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous quand nous parlons des additifs? Déjà, petit quiz. Que signifie le E utilisé pour désigner les additifs? Tadam! Alors, s'il y a quelqu'un qui le sait déjà, il attend quelques secondes avant d'écrire la réponse pour laisser chacun réfléchir. Mais tout le monde, souvent les gens ne le savent pas. Le utilisé pour mentionner l'additif signifie, attention, qui va avoir la bonne réponse? Allez, si quelqu'un le sait, il peut l'écrire. Non, ça ne veut pas dire édulcorant. Les édulcorants, c'est une catégorie d'additifs. Ça aurait pu, c'était pas mal vu, mais non. Est-ce que quelqu'un sait? Ah, sans regarder sur Google, hein, parce que là, c'est du la triche, hein. Mon ami Google, là, il n'est pas mon ami. En toute honnêteté, est-ce que... Ouais, empoisonnement, dit Chris. Mais ça, je suis pas mal d'accord. Exhauster,
Et non, Anne, c'était une bonne idée, mais pourquoi? Parce que les exhausteurs, en fait, c'est une catégorie également d'additifs. Alors, il y a quelqu'un qui met colorant, là, je comprends pas. Faut aller voir un spécialiste d'apprentissage, parce qu'entre E et C, il y a une petite différence. Non, ce n'est pas les colorants. C'est le E de Europe, tout simplement. Voilà, parce que tout ça, c'est légiféré, hein, c'est tout encadré par la réglementation européenne. Donc, c'est le E d'Europe. Donc, a priori, quand même, vous êtes encore 40 présents ce soir, et 40 personnes, il semblerait que personne ne savait ça. Mais écoutez, ça fait vachement bien si pour le week-end, là, pour frimer à l'apéro, est-ce que tu sais ce que ça veut dire le E? Voilà, ça c'est vachement sympa. Voilà, blague à part, les additifs, c'est plusieurs familles d'additifs. Il y a les colorants qui ont été évoqués tout à l'heure, voilà, qui commencent bien par un C, colorant du E100 au E180. Je vais zoomer dessus parce que je vois qu'il y en a qui prennent des notes et qui regardent de près, donc en zoomant, ce sera peut-être, voilà. Donc le E100 au E180. C'est très souvent utilisé dans les cosmétiques, mais si seulement ça n'était utilisé que là, ça serait bien. Vous voyez, ça sert à attirer le regard. De manière générale, partout où on trouvera les colorants, c'est pour attirer le regard, c'est pour donner envie. Voilà, c'est une histoire bien connue d'une sorcière qui a offert une pomme bien rouge. Voilà. Alors, par contre, il me semble que c'est assez anachronique ce que je vous dis, mais je ne pense pas que les colorants existaient à ce moment-là. Les conservateurs qui vont du E200 au E297, comme leur nom l'indique, ça va conserver les aliments dans la durée. Les antioxydants qui vont donc éviter que les aliments s'oxydent, donc prennent de la couleur notamment, hein, noircissent ou autre, ça va du E300 au 337, ça va empêcher donc l'oxydation. Les émulsifiants, et donc là vous avez plusieurs choses dans les émulsifiants, ça fait partie, c'est la grande catégorie. Vous avez tous les autres E, donc tous les autres nombres finalement plus grands des stabilisateurs, des exhausteurs de goût, qui ont été évoqués tout à l'heure, des édulcorants, qui ont été évoqués également, et qui vont permettre de stabiliser les préparations, de rehausser le goût ou de remplacer le sucre. Voilà, comme je l'ai évoqué pour l'édulcorant tout à l'heure. Oui, le mot édulcorant est assez traître, hein, parce qu'on pense que c'est lié à édulcorant, souvent ça fait penser à colorant, ça rime, voilà. Et en fait, non, édulcorant et édulcoré, hein, ça vient de là, évidemment. Voilà, on nous trompe nos papilles. Voilà un petit peu. Ça, c'est simplement pour introduire sur ce que sont les additifs. Maintenant, je vous propose d'aller voir, on était dans le quid, qu'est-ce que c'est que les additifs? On va aller voir, est-ce qu'ils sont nocifs, ces additifs? Est-ce qu'il y a des additifs qui sont nocifs qu'il faudrait éviter? Voilà, d'accord. Alors, il y a une question de Maël, E290. Bah, en fait, il y a des chiffres des nombres qui ne sont pas associés à eux, hein. Je vois une question de Maël, non, ça n'existe pas. Tous les nombres ne se retrouvent pas dans les additifs. Voilà, c'est des catégories, c'est des familles, ça s'arrête, voilà. Euh, je vais vous passer deux extraits d'une petite vidéo de Corinne Gouget, qui est auteure du livre Danger additif alimentaire. Corinne Gouget est décédée en 2010 et elle s'est consacrée les dernières années de sa vie à l'alimentation et notamment à ce que contenait l'alimentation et aux dangers qu'elle pouvait représenter. Et donc elle a fait ce petit livre que j'ai ici qui est intéressant parce que en fait, il est fait de telle manière que vous voyez, j'ouvre une page au hasard et vous voyez des couleurs. Je vais essayer de ne pas bouger et pas mettre voilà. Et vous voyez qu'il y a des couleurs différentes. Évidemment, rouge, c'est plus nocif, orange, ça l'est moins, vert, ça l'est pas du tout, ou en tout cas, ça n'a pas été observé. Je vous rassure, voilà. Il y a aussi des pages avec beaucoup de vert. Il y en a également. Et il y a des pages avec aussi beaucoup de rouge, évidemment. Voilà. Donc, c'est un petit livre intéressant qui se trouve encore au moment. Je ne savais pas, je vois une remarque. Merci Chris, c'est même pour les cosmétiques, super, je ne savais pas. C'est vrai que je m'intéresse moins aux cosmétiques, pour le coup, même si les adolescentes se maquillent beaucoup. Donc, on pourrait faire le lien parce que ça va agir de la même manière, il ne faut pas rêver. Voilà. Donc, c'est un bouquin que vous pouvez trouver encore sur Internet, même si Corinne Gouget est décédée, il est encore publié. Il est super pratique parce que ça permet de pouvoir rapidement aller voir, bah tiens, là dans mon paquet, il y a ça. Je vais voir si ça paraît, si c'est annoncé comme étant nocif, toxique ou pas.
Enfin, toxiques, ça va dépendre lesquels. Il y en a certains qui sont vraiment toxiques et qu'il faut éviter. Je vous propose de regarder ces 2 vidéos très courtes, enfin assez courtes, vous allez voir. Les États-Unis avait étudié l'effet des colorants sur le comportement des enfants. Il avait remarqué que les colorants énervaient les enfants très rapidement. Donc, on appelle ça des crises d'hyperactivité quand on est énervé et qu'on saute partout. Donc, il y a des mamans qui achètent ça, par exemple, une jolie sucette bleue qui est censée tacher la langue, et elles donnent ça à leur petite fille de 4 ans. Et au bout de 25 minutes, la petite fille, elle saute partout, elle n'est pas gentille, elle est énervée, elle fait plein de bêtises. Et la maman lui dit, mais pourquoi t'es pas gentille, ma chérie? Je t'ai acheté une sucette tout à l'heure. Mais la petite fille, elle est énervée à cause du colorant. Donc là, j'ai fait une petite expérience pour vous. J'ai pris un verre d'eau chaude, les enfants, et j'ai mis une sucette dans l'eau chaude. Quand que le colorant bleu, il reste sur votre langue ou juste dans la bouche. Il va partout. Il va dans la gorge, dans le ventre, il va partout jusque dans le sang. Mais il va aussi dans la tête, là, et il énerve. Donc, ce fameux colorant bleu, c'est du E133 quand il est bleu turquoise comme ça. Et il se cache dans des petits schtroumpfs d'une certaine marque. Et dans tous ces petits bonbons qui sont là, voyez, ça, c'est du E133. Donc, quand on va regarder le E133, il se trouve aussi dans ces petites choses-là. Et il se trouve dans des petites choses qu'on met sur le dessert. Ça s'appelle le mini color choco. C'est du chocolat enrobé de colorants artificiels dont on reconnaît le E133. Donc, on va aller voir dans mon livre au E133 et Corinne va vous dire ce que c'est. Donc, pour les enfants qui savent lire, je vous demanderai d'aller lire les étiquettes pour les plus petits et les aider. Parfois, il vous faudra une loupe parce que c'est écrit tout petit pour pas qu'on puisse lire. Mais souvenez-vous de la sorcière de Blanche-Neige. La sorcière de Blanche-Neige, elle ne mange pas sa pomme parce qu'elle sait ce qu'elle a mis dedans. Et la vilaine sorcière Harry Moche, elle ne mange pas ses bonbons, elle, parce qu'elle sait ce qu'elle a mis dedans. Donc, le E133, qui est un bleu brillant, qui sert à faire des choses comme ça, turquoise, c'est un colorant de synthèse, ça veut dire qu'il est chimique, utilisé dans des tonnes de bonbons, de sucettes, de chewing-gum et de cosmétiques. Quand vous avez un gel douche bleu, c'est le même colorant, mais c'est caché sous un autre nom. Les effets secondaires sont hyperactivité, asthme, ça peut provoquer des problèmes respiratoires, urticaire, ça veut dire des petits boutons, des insomnies, on ne peut plus dormir, on ne va pas aller se coucher, et parfois ça peut faire des maladies graves qui s'appellent des cancers. Mais si on mélange du bleu avec du glutamate, eh bien, ça fera 4 fois plus dangereux. Donc on devient beaucoup plus énervé. Voilà, petite vidéo donc en effet, merci Adeline. Vous retrouvez ça sous le nom des immangeables. Merci, vous trouverez une vidéo plus complète sur YouTube. Voilà, c'est intéressant d'aller écouter peut-être éventuellement l'intégralité si vous le souhaitez. Vous trouverez également d'autres extraits. Si vous tapez les immangeables Corinne Gouget, eh bien vous tomberez aussi sur les vidéos un extrait. Je vous montrerai peut-être, le temps passe, donc c'est pas sûr que j'ai le temps de vous montrer, mais vous retrouverez de toute façon des choses sur Internet pour ces vidéos-là en tout cas. Donc ici, je vous ai mis les colorants qui sont nocifs, c'est-à-dire donc ceux qui vont avoir un impact sur le corps, sur la santé d'une part, mais aussi sur le sommeil, sur le cerveau. Tout simplement. Ici, vous avez donc les numéros du E102 à E133. Ils sont quasiment tous, oui, ils sont tous là, ici, ils sont tous nocifs. C'est les couleurs bleu, rouge et jaune euh, qui sont, euh, qui sont à repérer. Le E142, le E151, vous savez, le E151, c'est le fameux dragibus noir, la boule noire que tout le monde s'arrache. Avec du E151, E154, E155, le E161G et le E173 à E175, qui sont les fameux gris dorés argentés. Toutes les petites couleurs, vous savez, sur les vermicelles gris ou les petites boules sucrées, grises, dorées, c'est ces colorants-là qui, eux, ont des conséquences sur le cerveau notamment. Évidemment, on est bien d'accord que si j'en mange une fois de temps en temps, c'est pas grave. La question, c'est à quelle fréquence j'en mange et quelle quantité par jour. Voilà pour les colorants, sauf que
faites attention à la notion de, enfin, posez-vous cette question de est-ce que finalement il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y en a dans les produits que j'achète? Hop, je vais passer à ce, juste, j'ai réécrit, mais c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Simplement, je le mets en lien avec le 133, hein, que le bleu, un bleu qu'on aime bien aussi, c'est celui des M&M's. Voilà, eh bien, il est ici décrit, c'est ce qu'a lu Corinne Gouget dans son livre. J'ai mis cette image de l'attention parce que clairement, le E133 va agir sur les facultés attentionnelles. C'est évident. Ça va agir très rapidement. Il faut à peu près 20 à 30 minutes pour que l'effet se fasse ressentir. Et ça va donc agir aussi sur le sommeil, hein. On peut lire ici insomnie notamment. Ça va donc agir sur l'endormissement ou sur le sommeil. Donc, deux ingrédients ici sont impactés simplement par euh, un seul additif. Je vois une petite remarque, merci Chris. En naturo, on dit que la dose fait le poison. Bah oui, voilà, évidemment. Tout à fait. Alors, je vous propose de sortir vos emballages et de regarder sur vos emballages, sur vos emballages. Ça se trouve au même endroit que tout à l'heure. Je ne l'ai pas remis, hein, c'est dans la partie et ingrédients, tout simplement. Là, où on avait trouvé sucre, pas les valeurs nutritionnelles, ça vous pouvez le mettre de côté. Mais je vous invite, si vous avez des emballages, à regarder eh bien, où se trouvent ces numéros du E100 à E180. Voilà, pas les autres, pas ceux qui sont au-dessus. Pour le moment, on s'en occupe pas. Je vous laisse regarder ça un petit peu. Voilà. Ce que vous avez observé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voyez un aliment, un produit que vous avez acheté. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire ce que c'est et qui contiendrait un de ces colorants toxiques. N'hésitez pas à le mettre si vous en trouvez. Parce qu'il y en a plein. Alors là, ici, évidemment, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais c'est intéressant de prendre le temps d'observer où est-ce qu'il se trouve. Oui, je n'ai qu'un emballage de brioche, dit Maëlle, et elle est sans additif. En effet, dans la brioche, il y a peu de chances qu'il y ait des additifs, sauf si c'était des brioches plus industrielles qui pourraient éventuellement contenir des petits vermicelles dessus ou des choses comme ça. Ça peut arriver. Des fois, la brioche contient du colorant. Vous savez pourquoi? Simplement pour que la mie eh bien, soit plus colorée, soit plus jaune ou alors soit plus brune. Enfin voilà. Donc on peut retrouver des colorants pour ce genre de choses. Voilà. Euh, attention aussi à la levure chimique. Oui, tout à fait. Ok, je ne sais pas si vous avez en tout cas vu des choses. Voilà, oui, en effet, les quelques produits Biocoop que vous pouvez, si vous achetez en Biocoop ou en magasin bio, quel que ce soit, évidemment, il n'y a pas de, enfin, il y a peu de chances que vous trouviez des ingrédients qui soient, des collants qui soient toxiques. Mais ça, c'est un élément important auquel on peut veiller assez facilement, finalement, une fois qu'on a quelques repères, voilà, ou ces repères que je vous ai donnés là à l'écran, ici, avec ces numéros. On a sa petite liste sur un petit papier et puis on fait gaffe à ce genre de choses. C'est pas qu'il faut les interdire totalement, même si je vous avoue que moi, dans un premier temps, pendant un certain nombre d'années, mes enfants étant tout jeunes, quand ils étaient tout jeunes, je les supprimais quasiment de manière absolue. Euh, et puis après, en grandissant, ça a un peu moins d'impact. Plus l'enfant grandit, moins ça a d'impact. Évidemment. Quand je dis plus l'enfant grandit, c'est-à-dire que jusqu'à 8-10 ans, ça a beaucoup d'impact, surtout dans un âge où le fonctionnement neuronal, toutes les connexions neuronales se font. Voilà, il faut savoir que c'est lié à la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, c'est une barrière qui vient filtrer justement tout ce qui rentre dans le cerveau, qui est là pour protéger le cerveau. Et c'est vrai que plus l'enfant est jeune et moins cette barrière hémato-encéphalique est efficace. Donc plus l'enfant est jeune et plus il faut éviter, enfin, il est préférable d'éviter, parce qu'il n'y a pas de il faut, mais il est préférable d'éviter si l'on veut protéger les facultés cognitives et donc les apprentissages scolaires de nos élèves. Témoignage, je vous donnerai un témoignage, mais après, je pensais à ça, mais je vais d'abord juste vous donner
On ne prendra pas le temps d'aller aussi loin, je vais juste les mentionner parce que c'est vraiment important. S'il y a un autre additif, à part la famille des colorants, une autre catégorie, c'est dans les émulsifiants, il y a vraiment une famille qui est, enfin, un additif qui est le glutamate. Le glutamate monosodique, s'il faut. Alors, j'ai mis l'aspartame également parce que l'aspartame, bon, il y a eu plus de scandales autour de l'aspartame qu'il y en a autour du glutamate. L'aspartame, c'est ce que vous trouvez notamment dans les chewing-gums, par exemple. Je voyais hier soir, j'étais à la gare d'Austerlitz et je voyais un petit bout de chou qui devait avoir peut-être, je ne sais pas, 2 ans et demi peut-être, qui était vraiment pas haut sur pattes et qui avait un chewing-gum dans la main et qui le léchait et qui ensuite l'a mis dans sa bouche. Et il y avait une autre voyageuse à côté, on était dans une salle d'attente et puis elle regardait papa. Oh, tu manges déjà un chewing-gum, tu es grand, toi. Oui, mais ton cerveau, il est encore fragile. Ton cerveau est fragile et je vous encourage à faire très attention aux chewing-gums parce qu'ils contiennent non seulement du glutamate, non seulement du sucre quand il y en a, ou alors des édulcorants, ce qui est pire, et en plus, ils vont contenir de l'aspartame et parfois même du glutamate. Enfin, la totale. C'est le cocktail Molotov. Le chewing-gum, c'est pas mal. Il n'y a pas que lui, mais c'est vraiment top. Oui, il y a d'autres choses, je vois, dans les conversations. En effet, il y a pas mal de choses dans le chewing-gum. Mais le glutamate, c'est vraiment un. Je donnerai un témoignage simplement. Le glutamate, c'est un additif que l'on retrouve. J'ai juste mis sur la slide d'après, je vais quand même vous montrer ça. Il faut savoir que le glutamate, il est présent, il existe sous à peu près 34 noms différents. Parce que le glutamate, il est de plus en plus décrié. Et donc, les industriels, évidemment, vont faire en sorte de pouvoir continuer à vendre leurs produits sans qu'on ait trop envie voilà, de les mettre de côté. Donc, ils vont cacher le glutamate. Le nom du glutamate va être caché volontairement. Donc, j'attire votre attention sur un en particulier de la liste ici. C'est arôme. Si vous voyez marqué arôme, vous êtes sûr à peu près à 80, minimum 80% que votre produit alimentaire contient du glutamate monosodique. Voilà, et je dis ça parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus utilisé. Moi. Alors après, il y a arôme de quelque chose. Si vous voyez le mot arôme de citron, arôme de vanille, à ce moment-là, ça descend de manière très très forte et on bascule en dessous des 10% de chances qu'il y ait une trace de glutamate. Donc, quand c'est précisé arôme de quelque chose, c'est moins grave. Sauf pour arôme de malt, qui lui est un petit peu à part et qui est reconnu pour en contenir finalement autant que le mot arôme. Attention au terme de arôme naturel. Le mot arôme naturel, on considère, et je crois que c'est dans le livre de Corinne Gouget également, et dans ce qui a été observé, c'est que quand il y a marqué arôme naturel, il y a une chance sur deux que l'arôme soit réellement naturel. C'est-à-dire que le mot arôme naturel ne veut pas pour autant dire qu'il y a réellement un ingrédient naturel. C'est toute la subtilité des mots, en fait, qui sont utilisés, malheureusement, voilà, on joue un petit peu avec ça. Petit témoignage tout simple pour terminer. J'ai enseigné pendant 13 ans comme prof de français et sur la fin de ma carrière, quand je m'intéressais à ces questions-là et que j'avais déjà mis en place des choses, eh bien, je me suis retrouvé un jour en classe avec mes élèves de 6e, une trentaine d'élèves. Première heure de cours passe, tout se passe bien, c'est l'heure de la récréation, tout le monde dehors, on va bouger, on va prendre l'air. Et j'observe, je remarque que il y a un élève qui part avec un paquet de Pringles. Vous connaissez les tuiles là. Voilà. Et je les vois partir en récréation. À ce moment-là, je commence à m'intéresser, mais sur le moment, voilà, je ne fais pas particulièrement attention. Et je vois par contre deux, trois copains autour de lui. Ah, tu me donnes une petite tuile, un Pringles, machin, voilà. Donc forcément, ça donne envie. C'est le temps de la récréation, il était 10h, 10h15, je ne sais plus. Enfin, voilà. S'ils n'ont pas mangé le matin, ils ont faim. Retour en classe, le cours commence, tout se passe bien. Et puis, au bout de 20-30 minutes, je ne sais plus exactement, 20-25 minutes peut-être, alors que tout se passait bien depuis le début, tout d'un coup, je perçois une agitation dans la classe, je regarde ce qui se passe et je vois qu'il y a un élève qui commence à s'agiter, puis un petit groupe d'élèves qui commence à s'agiter, deux, trois élèves. Et puis, ô surprise, au hasard surprenant, ce sont mes trois élèves qui sont partis avec les Pringles. Et du coup, j'étais
J'étais dans le magasin, j'étais regardé, j'ai pris ma loupe parce que les Pringles, c'est un produit où particulièrement les ingrédients sont écrits vraiment tout petit, tout petit, tout petit, avec vraiment sur fond noir, donc c'est très difficilement lisible. Il faut savoir qu'il y a, je crois, au moins 5 mentions différentes de glutamate dans les Pringles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que une fois du glutamate à une certaine dose, ils ont mis plusieurs types de glutamate. Parce qu'il existe plusieurs types de glutamate différents. Et c'était marqué E621, c'était marqué glutamate monosodique, et puis il y en avait d'autres. Donc, c'est pour dire, et en fait, c'est ce qui est expliqué. Alors, c'est le Dr. Feingold, notamment aux États-Unis, qui s'est intéressé à ça, mais qu'il faut à peu près 20 à 30 minutes pour que le glutamate pénètre au niveau du cerveau et fasse effet, c'est-à-dire ramène ce phénomène, cette réaction d'excitation cérébrale et qui fait que du coup, eh bien, on s'agite, on a l'impression qu'il y a une forme d'hyperactivité passagère. Et ce qui est inquiétant quand même, c'est que cet effet-là est avéré jusqu'à environ 24 heures, voire plus, mais au moins 24 heures. C'est-à-dire que l'effet du glutamate monosodique sur le cerveau a une durée d'environ 24 heures. Alors évidemment, plus le temps passe et plus l'effet sur le cerveau diminue. Mais vous voyez que un enfant qui mange au goûter euh, un produit contenant du glutamate, eh bien, ça va avoir un effet assez rapidement d'une part, mais ça peut avoir un effet même sur le temps de l'endormissement. Voilà, donc ça c'est une réalité. Moi, pour vous dire, désormais, à chaque fois qu'il est écrit goût ou saveur, j'évacue le produit. Parce que goût ou saveur veut automatiquement dire présence de glutamate monosodique. Parce que le seul moyen de rehausser un goût, c'est d'utiliser un exhausteur de goût, et le glutamate est un exhausteur de goût. Voilà, tout simplement. Donc les chips et tout ce qui existe, hein, goût ou saveur, vous êtes à peu près certain d'avoir ici eh bien, du glutamate monosodique. Dernier petit témoignage que je donnerai, alors ça c'est le bilan, bon voilà, bilan sur l'impact des additifs sur l'apprentissage, les difficultés attentionnelles passagères, ça c'est très très fort, avec notamment les colorants et le glutamate, pour ne parler que d'eux. L'hyperactivité, voilà, qui peut être du coup plus passagère, mais qui peut être ancrée. Et puis le sommeil qui est affecté et altéré donc par la consommation d'additifs. Moi, ce qui m'a le plus choqué quand j'étais papa de jeunes enfants, je veux dire qui étaient encore au primaire, même si la petite dernière maintenant est au primaire encore, elle est bientôt sur la fin, mais encore au primaire, et tous les autres sont grands, mes enfants ont 12, 14, 16, 18, les enfants de mon épouse ont 18 et 20 ans, donc ils sont grands dans l'ensemble. Et ce qui m'a le plus choqué à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à ça, et on a commencé à faire des choix alimentaires par rapport à ça, vous voyez, les choix alimentaires, là, il ne s'agit pas de savoir si on mange du gluten, si on mange du lactose, on n'est pas là-dedans, hein. Pourtant, on pourrait aussi questionner cet aspect-là, mais ce n'est pas ça dont je parle. Eh bien, c'était que les enfants, la source la plus importante de sucre, de colorant et de glutamate, c'était l'école. Les enfants revenaient de l'école avec des bonbons, presque, pas tous les jours, mais 2 fois par semaine, ils revenaient avec des bonbons, des copains et des maîtresses, des maîtres, des enseignants, donc, où il y avait eu un goûter, et donc, hop, et vas-y. Et donc, ils revenaient, mais régulièrement. Et nous avions parlé de ça avec eux. Nous avions échangé, je leur avais montré la petite vidéo de Corinne qui parle aux enfants. On en avait discuté, et on avait fait un deal. On s'était mis d'accord. Et donc, quand ils rentraient de l'école, ils vidaient leur poche sur la table, on mettait à la poubelle ce qu'ils avaient récupéré qui contenait, si ça contenait évidemment, si ça avait toute l'apparence de contenir ce qu'il ne fallait pas, enfin ce qui était bon à éviter en tout cas, et on s'était mis d'accord pour remplacer ça, parce qu'un enfant qui accepte de mettre un bonbon à la poubelle, c'est un sacré effort, donc on remplaçait ça par des bonbons qui étaient beaucoup plus sains. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu. Alors on ne le faisait pas à chaque fois, on le faisait de temps en temps, c'est-à-dire qu'on disait voilà, là tu as plusieurs fois, et on achetait notamment, je n'ai pas d'option, je dirais un nom, mais c'est les Smarties, parce que les Smarties contiennent des colorants seulement alimentaires et ne contiennent pas de glutamate monosodique. La seule chose, c'est évidemment le sucre qu'on ne pourra pas éviter.
Mais l'idée, c'est pas non plus de dire t'as pas le droit de manger des bonbons. C'était pas ça notre discours. C'est de dire on va chercher à en manger le moins possible. On savait que il y avait des anniversaires où ils y allaient, puis ils en mangeaient, puis il n'y avait pas de souci. On n'en faisait pas toute une histoire, mais par contre, voilà, on a mis en place cette culture dans la maison. Et vous savez, à la fin du resto chinois, ils aiment bien donner un petit bonbon bien bleu, bien souvent, ou très, voilà. Et les enfants, souvent, ils nous regardent en disant, on prend pas ça. Je dis, non, merci. Puis c'est même des fois où ils disent, non, non, c'est bon, merci. Voilà, ça devient après une culture, un choix aussi. Les enfants, au départ, ne font que suivre, et puis après, ils ont la liberté ou pas de continuer quand ils grandissent. Ça, c'est autre chose. Voilà, pour dire que aux anniversaires notamment à la maison, il y avait des Smarties, il y avait des meringues. Certes, il y a du sucre, mais il n'y a pas dans les meringues, si vous ne prenez pas des meringues colorées, vous les prenez blanches, il n'y a pas d'additifs dedans, par exemple. Voilà, des nougats aussi. Le nougat reste sucré évidemment, mais par contre, il y a moins de chances qu'il y ait, si vous prenez un nougat un tout petit peu nos régions du talent, eh bien, vous avez plus de chances qu'il n'y ait pas du tout de choses trop mauvaises dedans. Voilà, ici je vous partage des choses personnelles, des choix familiaux à la lumière de toutes ces recherches. Toujours est-il que ça questionne, et moi je questionne dans toutes mes formations pour les enseignants, je viens questionner la place des bonbons dans l'école et comment il se fait que des enfants mangent des bonbons offerts par les enseignants, alors que finalement un enseignant cherche à faire en sorte que ses élèves puissent suivre. En fait, je dis souvent, vous vous tirez une balle dans le pied quand vous donnez des bonbons en récompense. Je pense que, alors on peut discuter sur la notion de récompense, c'est pas le moment ce soir, mais au-delà de la notion de récompense, s'il y a une récompense, trouvons des choses qui sont plus saines. Je me souviens fut un temps où les récompenses étaient des images d'animaux et ça plaisait énormément aux enfants. Alors oui, on a changé la société évolue, mais nos cerveaux, eux, sont toujours les mêmes finalement. Et je nous invite à veiller à cela pour le bien de nos enfants. Donc, on pourrait se poser encore plein de questions. Où se trouvent ces ingrédients d'apprentissage? Des fois, on peut être très surpris, je vous assure, parce que j'ai passé beaucoup de temps à décortiquer. On peut être très surpris de où se trouvent ces ingrédients d'apprentissage. Je parle du sucre, mais surtout des additifs. Qu'est-ce qu'on peut penser des sodas, des jus de fruits? Que penser des bonbons, bien sûr, de la gélatine de porc? Pourquoi la gélatine de porc? Voilà. Quelles solutions aussi alternatives? J'en ai donné quelques-unes. Ça, je l'aborde. Ce que j'ai abordé ce soir et ce que j'aborde là dans ces questions-là, enfin, je développe ça dans un pack que j'ai créé au lancement de Pédagogie en 2018, parce que pour moi, c'est la base, ça fait partie de l'hygiène de l'apprentissage. Il y a un autre thème, un autre élément qui fait partie de l'hygiène, c'est les écrans. D'ailleurs, je proposerai certainement d'ici la fin 2024 une conférence sur les écrans, pas juste pour parler des écrans, dire c'est pas bien les écrans, mais pour chercher aussi comment gérer les écrans avec les enfants à la lumière d'outils de la discipline positive. Je proposerai certainement ça sous le même format. Voilà. Et donc, si vous voulez aller plus loin, il est possible de vous procurer ce pack qui, pour l'occasion, eh bien, je fais une remise pour l'occasion de ceux qui auront participé là ce soir, uniquement pour ceux qui sont là ce soir. Et voilà, avec cette possibilité d'utiliser ce code conf-alim, CEVAP 48 heures, ça vous permet de bénéficier du pack à 19,50 € au lieu de 70 €. Voilà, et je terminerai simplement pour vous dire que si vous souhaitez vous intéresser au Multimove, qui est un excellent outil pour favoriser parmi les 4 ingrédients de l'apprentissage, le mouvement, les connexions neuronales notamment, l'attention, eh bien, je vous invite à creuser de ce côté-là, du côté de Multimove. C'est très ludique, c'est des exercices avec des balles de rebond et des sacs de sable, comme j'ai mis ici. Voilà le matériel qu'on utilise, c'est extrêmement ludique. Et voilà, ça c'est une possibilité. C'est également disponible en e-learning si vous ne pouvez pas vous rendre disponible sur les stages. Je peux également animer un stage près de chez vous si vous rassemblez un petit peu de personnes autour de vous. Eh bien, c'est aussi possible de l'envisager. Je me déplace, vous voyez, un petit peu partout, en France, en Suisse, en Belgique notamment. Et puis, je vous partage, parce qu'on parle d'apprentissage également, les 3 ateliers du printemps que j'ai commencé à animer. Le premier, c'était le 11 mars. Il est disponible en replay. Le deuxième, donc le premier, pardon, c'était sur l'orthographe, hein, comment améliorer l'orthographe avec la conscience orthographique. J'ai eu d'excellents retours sur cet atelier. Le deuxième, c'est ce mois-ci, le 23 avril, sur la compréhension de la grammaire. Comment justement faciliter la compréhension de la grammaire avec une approche dynamique pour favoriser l'intégration des bases grammaticales
et puis un autre qui aura lieu en mai sur le thème de la fluidité en lecture, comment améliorer la fluidité en lecture de mon enfant, de mes élèves. J'aborderai justement une notion de fluidité, de rapidité, de fluence. Est-ce que la fluence, c'est une bonne technique? Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Quels outils on peut utiliser à la maison et en classe? Voilà, et pour lire avec plaisir. Voilà, j'ai ce témoignage notamment de Michael, qui est enseignant, qui me disait qu'il avait trouvé le contenu très pertinent et qu'il était... Ah, il y a une petite erreur. Voir vivement les prochains épisodes. Non, les prochains épisodes. C'est une erreur de ma part. Voilà, c'est seulement 15 € l'atelier, les 30 € les trois. Si vous n'avez pas suivi le premier, vous pouvez toujours acheter les trois et vous aurez le premier en replay. Voilà, ça c'était le petit coup de pub pour faire connaître un petit peu mes formations et mes outils. Je propose de terminer avec quelques questions. S'il y a une question ou deux, n'hésitez pas. Vous êtes encore 35, donc bon, moi je vois pas d'inconvénient à ce que vous activez votre micro pour poser la question si vous voulez le faire, ou alors à utiliser la conversation. N'hésitez pas, l'un ou l'autre me convient très bien. Je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions ou des besoins de précision? Sachant qu'évidemment, je ne vais pas pouvoir aller sur d'autres thématiques, enfin, voilà, je ne vais pas pouvoir approfondir, mais je veux bien préciser certaines choses avec plaisir. Alors, j'ai entendu parler des oméga-3 qui pourraient aider pour le cerveau. Oui, en effet, les oméga-3 est un aliment qui est excellent pour le cerveau. Et aujourd'hui, bon, l'avantage aujourd'hui, c'est que il y a quand même de plus en plus une vraie sensibilisation par rapport à ça. Donc, on trouve des informations assez fiables assez facilement aujourd'hui. L'oméga 3 en fait partie. Par contre, je vous dis, je ne suis pas nutritionniste et je ne sais plus dans quoi on trouve l'oméga 3, parce que je crois que l'oméga 6, c'est le poisson, il me semble. Je ne sais plus si c'est oméga 3 ou oméga 6, j'inverse toujours. Je crois qu'il y a dans les œufs aussi, il y a de l'oméga, mais je ne sais plus lequel, le 3 ou le 6. Bon, voilà. Voilà, merci Fabienne pour son commentaire. Voilà, merci pour ce que vous mettez. Programme cuisinant, merci au programme cuisinant, notre petit déj de vendredi avec des yaourts demain, oui, pain et beurre jeudi. Parfait. Anne est enseignante, oui, voilà. On peut en classe aussi tout à fait impacter aussi les enfants, bien sûr, les parents. Euh, voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie grandement pour votre attention. Non pas que, enfin voilà, vos micros étaient éteints, donc c'est facile de dire cela, mais merci en tout cas pour votre écoute. Vous êtes restés nombreux jusqu'au bout, c'est que ça devait vous intéresser, j'en suis bien content. Sachez qu'en tout cas pour moi, c'est une question fondamentale, essentielle, que de sensibiliser les parents, les enseignants, et voilà, tous les éducateurs de l'apprentissage à cette question de l'alimentation, parce que finalement, c'est des choses qu'on peut faire assez simplement pour le bien de nos enfants, notamment. Voilà, et puis ben, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation, et je vous dis à une prochaine peut-être, soit aux ateliers du printemps, soit dans un stage en présentiel, soit pour le prochain sur les écrans, j'espère, en 2024. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci à vous, merci pour les commentaires, merci pour les merci, et au plaisir de vous retrouver prochainement. Au revoir.